Je m'appelle Audrey au fait, et j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines de cela, ma tante m'a envoyé une vidéo par erreur. Il n'y avait absolument aucun message d'accompagnement, juste un court extrait d'un dîner de famille. Un dîner que j'avais malheureusement dû manquer, car j'étais en train de clôturer les comptes pour le compte d'un client. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon téléphone, sans rien attendre de particulier. Et ce que j'ai découvert à l'écran, c'est ma famille entière en train de rire à gorge déployée. Mon propre frère me traitant de raté pathétique. Et ma mère balayant l'insulte d'un simple revers de la main, avec une seule petite phrase assassine, qui a complètement bouleversé ma vie entière. Pendant si longues années, j'avais payé toutes leurs factures à leur place. L'hypothèque de la maison, le crédit du pick-up, les frais de scolarité des enfants, et le loyer de l'appartement. Et ils étaient tous là, confortablement attablés, à décider que je devrais m'en montrer éternellement reconnaissante. Je n'ai pas prononcé un seul mot de colère, ce soir-là. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à faire la seule et unique chose, pour laquelle je suis vraiment doué dans la vie. Au moment fatidique où le prochain paiement familial serait exigé, chaque personne assise à cette table, comprendrait exactement de quoi elle avait ri avec tant de légèreté. Et, surtout, ce que ce rire moqueur allait véritablement lui coûter. C'était un jeudi soir, très tard. Le genre d'heure silencieuse et tardive, où toute la rue est déjà plongée dans le noir. J'étais assise à la table de ma propre cuisine, mangeant machinalement une soupe réchauffée d'une main, et rapprochant les reçus d'une quincaillerie avec l'autre. C'est ça, la réalité de mon métier. Je tiens les livres de compte, pour 3 petites entreprises de la ville. Et, inévitablement, le travail me suit souvent à la maison. Soudain, mon téléphone s'est illuminé, sur le comptoir en marbre. Un texto de tante Carole. Aucun texte explicatif. Juste un fichier vidéo, posé là, comme un cadeau mal emballé. J'ai pensé innocemment, qu'il s'agissait d'un clip amusant qu'elle m'avait transféré. Peut-être la vidéo d'un chien, en train de faire une bêtise. Ou peut-être un simple rappel en vue de l'anniversaire de ma mère, dont la grande fête approchait à grands pas. Je me suis essuyé la main sur un torchon propre, et j'ai appuyé sur l'écran tactile. Celui-ci a projeté une lumière bleue, froide et crue, sur mon plafond assombri. Et le son strident est sorti du minuscule haut-parleur, avant même que l'image ne devienne parfaitement nette. Des rires. Je connaissais intimement chacune des voix, qui s'y mêlaient allègrement. Celle de ma mère, toujours grave et amusée. Celle de mon frère, forte et envahissante, comme elle le devient inévitablement après sa 2e bière. Et celle de ma sœur. Avec ce petit gloussement rapide et forcé, qu'elle émet toujours quand elle veut montrer à son interlocuteur, qu'elle est parfaitement d'accord avec lui. La caméra filmait en biais, embrassant une grande table à manger. Une table où je m'étais moi-même assise, des centaines de fois par le passé. Il s'agissait du fameux dîner de la semaine précédente. Celui auquel je n'avais pas pu assister, accaparé par une clôture de fin de mois difficile. Ils avaient donc commencé les festivités sans m'attendre. Ils en avaient toujours été parfaitement capables, après tout. J'ai monté le volume sonore de l'appareil. Ma soupe a refroidi, juste là, à côté de mon coude, sans même que je m'en aperçoive. Je me suis penché intensément vers ce petit rectangle lumineux. De la même manière instinctive, que l'on se penche vers la conversation d'un parfait inconnu, quand on y entend soudainement prononcer son propre prénom. Car je l'avais bel et bien entendu. Quelqu'un, dans cette courte vidéo, venait de prononcer Audrey. Et la table tout entière, avait éclaté d'un rire sonore. Mon frère, Wade, était debout en bout de table, avec son verre à la main. Il fait souvent ça, porter un toast théâtral pour un oui ou pour un non. Il prend toute la place disponible, parce qu'une pièce fermée est le seul et unique endroit au monde, où il se sent vraiment important. Il était en plein milieu d'une imitation de moi. Le dos voûté de manière caricaturale, plissant exagérément les yeux, et tapotant frénétiquement sur les touches d'une calculatrice invisible. À la santé d'Audrey, a-t-il lancé à la cantonade. Et la table souriait déjà à pleines dents, dans l'attente de la chute. 34 ans. Pas de mari à l'horizon, pas d'enfant dans les pattes. Juste ces petits chiffres adorés pour lui tenir compagnie. Une véritable ratée pathétique, qui est juste vraiment douée pour additionner méticuleusement, l'argent durement gagné des autres. Mégane, ma chère sœur, a pouffé de rire dans son verre de vin rouge. Sois gentil, Wade, a-t-elle glissé. Avec ce ton si particulier,
que les gens emploient uniquement quand ils pensent l'exact opposé de ce qu'ils disent. Et c'est alors que ma mère, Lorraine, assise impérialement en bout de table, comme elle l'est toujours à chaque repas, a levé une main condescendante pour les calmer. Agissant, comme à son habitude, comme si elle était la voix de la raison incarnée. « Oh, laissez-la donc tranquille », a-t-elle déclaré d'un ton blasé. Elle va très bien dans son coin. Elle devrait même s'en montrer très reconnaissante, à vrai dire. Au moins, cet argent dont elle s'occupe, lui donne une excellente raison de se sentir utile à quelque chose dans la vie. La table entière a littéralement explosé de rire, à cette remarque cinglante. De vrais rires sonores. Le genre de rire facile et cruel. Celui qui ne se produit réellement que, lorsque personne autour de la table ne pense un seul instant, que la cible de leur moquerie finira un jour par les entendre. J'ai observé ma tante Carole, reléguée sur le bord du cadre de l'image. Elle riait poliment, elle aussi. Mais ses yeux fuyants se sont rapidement baissés vers son assiette pleine, et y sont restés fixés. Je suis restée assise dans ma cuisine, plongée dans l'obscurité silencieuse. Et j'ai attendu de pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est exactement ce qu'on est censé faire dans ces moments-là, n'est-ce pas? Mais les larmes réparatrices ne sont jamais venues. Quelque chose de beaucoup plus froid a pris leur place. Quelque chose de très calme, et de parfaitement plat. Comme un bilan comptable vierge, dont les 2 colonnes seraient enfin remplies avec justesse. J'ai tendu le doigt, et j'ai mis la vidéo en pause. Sur l'image exacte et figée, où la bouche de ma mère était encore grande ouverte, en train de prononcer le mot reconnaissante. Je l'ai regardée fixement, pendant un très long moment de réflexion. Puis, j'ai attrapé la seule et unique chose dans mon existence, qui ne m'a jamais menti, pas même une seule fois. Mon grand livre de comptes. Vous devriez savoir un peu qui je suis, avant de décider hâtivement, quoi penser de mes actes par la suite. Je suis comptable de profession. Je tiens rigoureusement les livres, pour une petite quincaillerie, une clinique vétérinaire de quartier, et une charmante petite boulangerie sur la rue principale. Une boulangerie qui aurait définitivement fermé ses portes, il y a 2 hivers de cela, si je n'avais pas remarqué à temps l'erreur grossière, que mon prédécesseur incompétent avait laissé passer. J'ai appris la plus grande partie de ce métier difficile, toute seule comme une grande. Puis, j'ai rendu mes compétences officielles, en suivant des cours du soir intensifs au collège communautaire de la ville, tout en travaillant d'arrache-pied la journée. Personne, je dis bien personne, ne m'a jamais offert de clients sur un plateau d'argent. J'ai gagné chacun d'entre eux à la sueur de mon front, en ne me trompant jamais, ne serait-ce que d'un centime, dans mes calculs. Les gens me font une confiance aveugle, parce que les chiffres n'ont pas d'état d'âme. Et, moi non plus. Du moins, pas sur le papier d'un grand livre. C'est là, et là seulement, que j'excelle vraiment. Les relations humaines, en revanche, c'est la partie de l'équation que je n'ai jamais vraiment réussi à maîtriser. Quand je réfléchis intensément à un problème, j'ai cette fâcheuse habitude, de cliquer frénétiquement sur le capuchon de mon stylo. Encore et encore. Un petit métronome agaçant, pour lequel mes collègues de travail me taquinent souvent avec affection. Je le cliquais ce soir-là, dans l'obscurité, sans même m'en rendre compte. Voici une chose intime que je dois vous admettre, car toute mon histoire s'effondre lamentablement si je ne le fais pas. J'ai une grande faiblesse de caractère, et ce n'est pas la douceur. C'est même tout le contraire. Je porte le fardeau des choses épineuses, avant même que l'on ait à me le demander. Une facture importante arrive à échéance? Je la paie sans broncher. Un problème insurmontable surgit de nulle part? Je le résous silencieusement. Toute seule, assise à cette même table de cuisine, en plein milieu de la nuit. Je n'ai jamais appris au cours de ma vie, comment avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Alors, pour compenser ce vide, je me suis transformé en la personne, dont tout le monde avait désespérément besoin. Je me persuadais aveuglément que c'était ça, la véritable force de caractère. Je suis très doué avec les colonnes de chiffres. Je le suis beaucoup moins, avec les personnes ingrates, qui traitent la gentillesse comme un abonnement automatique, auquel ils auraient simplement oublié avoir souscrit. Et ma famille entière, bénéficiait de cet abonnement exclusif, depuis si longues années consécutives. C'est juste que, je ne leur avais pas encore envoyé la facture détaillée pour encaissement. Tout a commencé avec l'affaire de la maison. Il y a 6 ans de cela, mon père est décédé très rapidement. De la façon brutale, dont les hommes forts de ce monde partent parfois. Et il a laissé derrière lui, la maison de mon enfance. Ainsi qu'une très lourde hypothèque,
contre laquelle il perdait silencieusement la bataille financière, depuis des mois. La banque a commencé à envoyer ce genre de lettres de recouvrement menaçantes, que l'on ne montre absolument à personne. Ma mère n'avait pas les revenus suffisants pour obtenir un refinancement à son propre nom. Elle n'avait pas travaillé de sa vie, depuis près de 30 ans. Le dossier de crédit de Wade était une véritable scène de crime financier. Et Meghan, de son côté, n'avait aucun revenu fixe et stable à inscrire sur un formulaire bancaire. Alors, la banque nous a tous regardés avec mépris, tous les quatre. Et a trouvé exactement une seule personne, dont le nom et la solvabilité permettaient de faire fonctionner les calculs de prêt. Le mien. Je me suis assis stoïquement en face d'un agent de crédit, et j'ai racheté la maison familiale. Mon nom inscrit en majuscule sur l'acte de propriété. Mon nom, apposé sur la nouvelle hypothèque contraignante. Et ma propre signature, griffonnée sur chaque page importante du dossier. Ma mère a pu ainsi rester vivre dans sa chère maison, sans jamais avoir à emballer la moindre assiette pour déménager. C'était très exactement ce que je voulais au fond. Je ne l'ai pas fait dans le but cupide de posséder quoi que ce soit. Je l'ai fait, pour que ma mère ne devienne pas cette femme tragique, dont la maison a été saisie sans pitié par la banque, l'année même où elle est devenue veuve. Tout le monde dans la famille savait pertinemment que je gérais la maison. C'est l'expression exacte et laconique qu'ils utilisaient. Gérer, comme si j'avais simplement appelé un plombier pour réparer une fuite d'eau sans importance. Ils le disaient avec une désinvolture affligeante, lors des fêtes de famille. Audrey s'est occupée du petit souci de la maison. Léger, comme une brise. Une simple note de bas de page, dans l'histoire de la famille. Pas un seul d'entre eux, en 6 ans de temps, ne m'a jamais demandé quel nom figurait réellement sur le titre de propriété. Ils ne voulaient surtout pas le savoir. Savoir la vérité, aurait signifié admettre que la maison n'appartenait plus vraiment à ma mère. Et l'histoire flatteuse qu'ils préféraient par-dessus tout se raconter, c'était celle où la grande Lorraine avait maintenu la famille à flot, pendant les périodes les plus difficiles. Toute seule, comme une héroïne. Je les ai laissés croire à cette belle histoire réconfortante. J'étais la petite note de bas de page sans importance, qui payait l'hypothèque ruineuse de la maison familiale. Cette même maison, dans laquelle ils se réunissaient tous aujourd'hui, pour se moquer ouvertement de moi. La maison n'était que les fondations du problème. Après cela, le reste des ennuis financiers a suivi naturellement. Comme l'eau qui s'infiltre, et trouve toujours les fissures pour s'écouler. Le prêt de survie pour le pick-up de Wade, par exemple. Lorsque sa misérable entreprise d'aménagement paysager a fait faillite, pour la 2e fois consécutive. Et que la banque était sur le point de lui saisir le seul outil de travail dont il avait besoin pour s'en sortir. Les frais de scolarité exorbitants de ma nièce et de mon neveu, dans leur école privée UP. Meghan insistait lourdement, avec des larmes dans la voix, sur le fait qu'ils ne pouvaient décemment pas quitter leur école, en plein milieu d'une année aussi compliquée pour eux. Le loyer de l'appartement de Meghan, après sa séparation chaotique avec son mari. Alors qu'elle affirmait avoir juste besoin d'une petite année de répit, pour retomber sur ses pieds. Cette unique année de transition, s'est très vite transformée en 4 longues années de loyer payé. Et pour ma mère, bien sûr, les dépenses représentaient un goutte-à-goutte constant, presque quotidien. La lourde facture d'électricité, les restes à charge pour ses nombreux médicaments, et, cerise sur le gâteau, les impôts fonciers sur la maison, que je possédais déjà en mon nom propre. Chaque mois de l'année, c'était très exactement le même rituel immuable. Le premier jour du mois, je m'asseyais à cette table avec mon café fumant, et ma grande feuille de calcul ouverte. Et je déplaçais d'importantes sommes d'argent. Clic, transfert, confirmation. Clic, transfert, confirmation. Wade, Meghan, l'école privée, la compagnie d'électricité locale, ma mère. Je n'en ai jamais fait un étalage ostentatoire. Je n'ai jamais rien publié à ce sujet sur mes réseaux sociaux. Je n'en ai jamais parlé pour m'en vanter, lors des dîners de famille. Je n'ai même jamais, pas une seule fois, prononcé ces mots à haute voix pour leur faire la leçon. Je le faisais tout simplement en silence. Avec le même naturel bienveillant, que si j'arrosais une belle plante verte. Sauf que cette plante en particulier, ne cessait de se voir pousser de nouvelles dents bien acérées. J'avais créé une colonne bien distincte pour chacun d'entre eux, dans mon fichier personnel et strictement privé. De la même manière méthodique et organisée, dont je ferais le suivi de n'importe quel autre compte client de mon cabinet. Mais je n'avais jamais pris la peine de calculer le grand total. Ces 6 années de chiffres accumulés.
Et je n'avais jamais, au grand jamais, sélectionné la colonne entière avec ma souris, pour laisser la somme effroyable apparaître en bas de l'écran. Car une part de mon subconscient savait pertinemment que ce chiffre serait le reflet impitoyable d'un miroir. Et je n'étais pas du tout prête psychologiquement à voir le monstre qui s'y cachait. Faire la somme de tout cet argent dilapidé, c'était comme avouer l'inavouable. Alors, je ne l'ai jamais fait. Du moins, jusqu'à cette fameuse nuit, où ma famille m'a expliqué sur une vidéo volée, que je devrais être très reconnaissante pour ce privilège immense de les servir. Je sais parfaitement ce que vous êtes en train de penser à cet instant. Comment une femme intelligente? Une femme dont les finances sont le métier au quotidien, peut-elle laisser une telle situation perdurer, pendant si longues années de sa vie? C'est une question tout à fait légitime, je vous l'accorde. Je me la suis moi-même posée, à 2 heures du matin, bien plus de fois que je ne saurais l'admettre à voix haute. Alors, laissez-moi être très clair sur un point crucial. Je n'étais pas complètement aveugle. J'ai vraiment essayé d'arranger les choses. Au bout d'environ 3 ans de ce régime, j'ai pris Wade à part, en tête-à-tête. Je lui ai demandé très gentiment s'il pouvait enfin prendre en charge, ne serait-ce qu'une infime partie des frais de scolarité des enfants. Maintenant qu'il avait retrouvé un travail stable et gagnait sa vie. Ma mère en a été informée par la rumeur, avant même que je n'ai terminé ma tasse de café ce jour-là. Elle m'a appelé furieuse, et m'a coupé au beau milieu de ma phrase de justification. Ton frère est en train de se noyer financièrement, Audrey. C'est toi, la personne forte de cette famille. Ne t'avise surtout pas de ramener tout ça à ton petit ego égoïste. Alors, pour avoir la paix, j'ai abandonné l'idée. Une autre fois, j'ai timidement demandé si nous pouvions tous nous asseoir ensemble autour d'une table ronde. Juste pour discuter ouvertement et calmement des finances familiales. Juste pour en discuter. Et à la réunion que j'avais minutieusement organisée, il n'y a eu très exactement qu'une seule personne présente au rendez-vous. Moi. J'ai donc continué à payer. Mais pas parce que j'étais une naïve ou une idiote. J'ai continué à payer les factures de tout le monde, parce que l'alternative à mon aide avait un visage bien humain. Si j'arrêtais de payer les frais de scolarité en plein milieu d'année scolaire? Un petit garçon de 9 ans innocent se ferait renvoyer de son école, devant tous ses camarades de classe moqueurs. Si j'arrêtais de payer l'hypothèque? Ma mère, récemment devenue veuve, perdrait le seul foyer depuis lequel elle avait enterré mon père en pleurs. Ce n'était pas que de vagues abstractions financières sur un écran. C'étaient de vraies personnes, de chair et de sang, qui allaient réellement souffrir des conséquences directes de mes choix. Et j'étais manifestement la seule adulte de la pièce, qui semblait en avoir pleine conscience. Alors, pour tenir le coup, je me suis raconté l'histoire consolante, que toutes les personnes dans ma situation finissent par se raconter. Je me disais qu'en dessous de tous ces prélèvements incessants et de leur attitude ingrate, ils m'aimaient profondément au fond d'eux. Que leur gratitude silencieuse était simplement enfouie quelque part, à un endroit secret où je ne pouvais pas la voir. C'est sur ce mensonge réconfortant que j'ai bâti ma vie entière. Et cette vidéo d'anniversaire, quand elle a finalement atterri sur l'écran de mon téléphone, s'est révélée miséricordieuse, d'une seule et unique façon insoupçonnée. Elle m'a arraché ce tout dernier mensonge de l'esprit, de façon définitive et brutale. Je n'ai pas beaucoup fermé l'œil, de toute cette nuit-là. Mais au petit matin, j'ai quand même préparé mon café habituel. Car je ne suis pas du genre de femme à laisser le monde entier s'effondrer sous mes pieds, un simple mardi matin ordinaire. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable devant moi. J'ai ouvert l'écran, et ma main s'est soudainement arrêtée. Planant, hésitante, au-dessus de la grande feuille de calcul. Celle où je conserve religieusement tous les virements bancaires récurrents. Ceux-là même, qui se déclenchent automatiquement le premier jour de chaque mois, réglés comme un métronome suisse. La prochaine vague de paiement était prévue pour le premier du mois à venir. J'ai compté mentalement les jours restants, sur le calendrier accroché près du réfrigérateur familial. 19 jours exactement. Et c'est alors que j'ai remarqué un détail croustillant. Quelque chose qui m'a glacé la nuque d'effroi, d'une manière bien différente, et bien plus insidieuse que la vidéo de la veille. Cette année-ci, le premier du mois tombait un samedi. Ce même samedi très exactement, où nous devions célébrer en grande pompe, la fameuse fête du 60e anniversaire de ma mère. La fête somptueuse, que je finançais intégralement de ma propre poche, bien sûr. La fête où toute la famille élargie
et la moitié des habitants de la ville, se rassembleraient en tenue de soirée dans la grande salle de l'église. Pour y célébrer avec faste et admiration, la grande Lorraine aux fêtes. Cette héroïne du quotidien, qui avait maintenu sa famille unie et à flot, pendant les périodes les plus sombres de leur vie. Je suis resté assise là, pétrifiée, mon café refroidissant lentement dans la tasse pour la deuxième fois consécutive en 2 jours. Et pour la toute première fois en 6 ans de bons et loyaux services ininterrompus, je n'ai pas cliqué sur le bouton transfert de ma souris. À la place, avec une détermination nouvelle, j'ai ouvert un tout nouvel onglet vierge sur mon navigateur. J'ai extrait avec un soin maniaque, 6 années complètes de mon historique bancaire personnel. Chaque compte, chaque relevé, mois après mois. Et j'ai commencé à les lire attentivement, ligne par ligne. De la même manière concentrée et méthodique, dont j'épluche les livres de compte d'un client, lorsque je sens viscéralement que quelque chose cloche dans ces chiffres. Je veux être tout à fait honnête et transparente avec vous, sur la nature profonde de mes intentions à l'époque. Je ne planifiais absolument pas une vengeance machiavélique et sournoise. Sincèrement, au fond de mon cœur, je ne le faisais pas. J'effectuais un simple audit financier de routine. Il y a une frontière très claire, entre ces 2 démarches intellectuelles. Mais lorsque j'ai enfin terminé mon travail d'analyse minutieux au petit matin, je ne suis pas tout à fait sûr que j'aurais pu vous dire moi-même avec certitude où se terminait l'audit rigoureux et où commençait la soif de justice vengeresse. Ce week-end-là, enclavé chez moi, j'ai regardé la vidéo une nouvelle fois de bout en bout. Non pas pour m'apitoyer lâchement sur mon sort de victime, mais bien pour l'auditer froidement. Exactement avec la même impartialité que s'il s'agissait d'une série de chiffres récalcitrants. Je l'ai décortiqué avec minutie, image par image, baigné dans la lumière bleue et spectrale de l'écran de mon téléphone. Je mettais la lecture en pause sur chaque visage affiché à l'écran, pour en analyser les expressions. De la même façon clinique, que l'on signale d'un drapeau rouge une écriture comptable suspecte ou frauduleuse. Je voulais savoir très exactement, qui était consciemment impliqué dans cette affaire de moquerie, et jusqu'à quel point de profondeur. Wade était de loin le plus bruyant et le plus théâtral du groupe. Sans grande surprise pour moi. C'était lui qui était debout, au centre de l'attention de tous, en train de faire son imitation grotesque et avilissante. Megan, fidèle à elle-même, jouait le rôle du cœur antique enthousiaste. Riant sur commande, et toujours au bon moment. De la façon servile, dont elle a toujours ri sur commande tout au long de son existence misérable. Simplement pour s'assurer de rester dans les bonnes grâces, et du bon côté du pouvoir, quel que soit celui qui tenait les rênes de la soirée. Ma mère, quant à elle, était la chef d'orchestre incontestée et redoutable de ce petit manège cruel. Une seule main levée avec autorité, et ils se calmaient tous instantanément dans un respect religieux. Une seule remarque cinglante et bien placée de sa part, et ils éclataient tous de rire à l'unisson. Elle devrait être reconnaissante. Elle n'a même pas eu le besoin d'élever la voix, pour que sa pique fasse mouche avec une précision chirurgicale. Et puis, il y avait tante Carole. Apparaissant à moitié hors du cadre de l'image, tenant fermement le téléphone dans ses 2 mains tremblantes. C'était elle en personne, qui filmait la scène dégradante. Elle riait poliment avec les loups, quand les autres riaient à gorge déployée. Mais toujours avec un léger temps de retard calculé sur le groupe, et ses yeux fuyants se baissaient invariablement vers son assiette, juste après avoir gloussé. J'ai observé avec une attention soutenue, le mouvement panoramique de sa main, déplaçant lentement l'angle de la caméra tout autour de la grande table. Et j'ai soudainement réalisé une chose extrêmement troublante, qui m'a glacé le sang dans les veines. C'est Carole, en chair et en os, qui avait pris l'initiative de filmer cette scène humiliante de bout en bout. Et c'est cette même Carole bienveillante, qui, 3 jours entiers plus tard, me l'avait envoyé délibérément sur mon téléphone personnel. Pas de légende explicative alambiquée pour se justifier. Pas de « oups, désolé, j'ai fait une erreur de destinataire ». Elle avait tout simplement envoyé l'intégralité du fichier compromettant, directement et sans sommation, à la seule et unique personne au monde, que cela allait détruire intérieurement de le visionner. Je me suis adossé à ma chaise avec une lenteur calculée, le souffle court. Et j'ai commencé à cliquer sur le capuchon de mon stylo, perdu dans des réflexions abyssales. Je n'arrivais pas encore à déterminer avec une certitude absolue, ce que ce geste insensé signifiait vraiment. Était-ce la simple maladresse coupable, de doigts un peu engourdis sur un petit écran tactile trop sensible? Ou bien l'acte mûrement prémédité, d'une femme lâche et incapable de prononcer ces mots de vérité à haute voix en face de moi?
Une femme qui me livrait subrepticement les preuves accablantes sur un plateau d'argent. Tout en espérant secrètement que je ferais à sa place le sale boulot, pour lequel elle n'avait pas le courage nécessaire. Je l'ignorais encore à ce stade de l'analyse. Mais j'étais intimement et profondément convaincu que je découvrirais la vérité nue, bien avant que cette sombre histoire ne touche à sa fin inéluctable. La partie la plus étrange, et peut-être la plus révoltante de toute cette histoire absurde, c'est à quel point tout le monde a continué à se comporter de manière tout à fait normale par la suite. 2 jours seulement, après avoir vu de mes propres yeux, ma propre famille me qualifiait de raté pathétique sur un écran haute définition, mon téléphone s'est mis à vibrer avec le trafic de messages habituels. Exactement comme si absolument rien de grave au monde n'avait changé de trajectoire. Wade m'a écrit le premier texto de la journée, et serait, la facture de l'assurance du pick-up est à payer en urgence. Tu peux t'en charger pour moi ce mois-ci? C'est un peu raide financièrement de mon côté. Pas l'ombre d'un bonjour chaleureux pour commencer. Pas la moindre trace d'un merci de courtoisie pour finir. Juste une demande de paiement brutale et déshumanisée. De la même façon mécanique et détachée, dont on enverrait un texto à un bot d'une application de banque en ligne. Ensuite, ce fut au tour de Megan de se manifester. Elle m'a envoyé par message un lien internet pointant vers un luxueux ensemble de salles à manger qu'elle avait repéré dans un magasin de décoration huppé. Un prix affiché de 1100 € la bagatelle, gentiment accompagné d'un petit mot faussement innocent et candide, pour aménager mon nouvel appartement. Qu'en penses-tu, grande sœur? Ce que j'en pensais réellement au fond de moi-même, c'est qu'elle était effrontément en train de me demander l'autorisation officielle, de dépenser allègrement mon propre argent durement gagné. Et qu'elle n'avait même pas l'intelligence basique de réaliser que c'était exactement la nature de sa requête. Et puis, cerise sur le gâteau de l'indécence, ma mère a fini par m'appeler en personne. J'ai délibérément laissé sonner dans le vide, préférant de loin écouter le poison de son message vocal, un peu plus tard dans la journée. Audrey, ma chérie adorée. As-tu bien pensé à réserver le traiteur en chef pour la grande fête d'anniversaire? Les invités commencent enfin à confirmer leur présence en nombre. Ne laisse surtout pas l'organisation de ce détail. À la toute dernière minute comme à ton habitude. Et ne t'avise surtout pas de m'embarrasser publiquement, lors de ma propre fête. Tu sais parfaitement à quel point tu as la fâcheuse tendance à devenir effacée et fuyante en société. Les gens te regarderont avec insistance. Les gens te regarderont de la tête aux pieds. J'ai presque éclaté d'un rire jaune et sardonique, seul au milieu de ma cuisine vide. Elle n'avait absolument aucune idée, pas la moindre petite once de soupçon, à quel point sa prédiction était sur le point de s'avérer d'une justesse redoutable. Aucun d'entre eux, pas même une seconde, ne se doutait de l'existence de cette vidéo compromettante sur mon téléphone. Pas un seul d'entre eux ne soupçonnait le moins du monde, que la femme docile et obéissante qui payait pour tous leurs caprices ruineux, s'était enfin assise à sa table de travail, et avait commencé à faire méticuleusement les comptes de ses sacrifices. Et ce simple fait accompli, j'en suis venu à le comprendre très vite au fil de mes réflexions, était le seul et unique véritable avantage stratégique, que je n'ai jamais détenu au sein de cette famille d'hypocrites. Le temps. Pour la toute première fois de mon existence depuis si longues années d'abnégation totale, j'avais le maître du temps de mon côté. Et eux, ils ignoraient béatement et totalement, que l'horloge du jugement dernier avait déjà commencé à tourner à leur encontre. Alors, forte de ce constat, j'ai fait ce que je fais de mieux dans mon travail au quotidien. J'ai construit de toutes pièces un dossier irréprochable. Clair, net et précis. Pas un stupide ramassis de plaintes amères et incohérentes. Ni un journal intime larmoyant, débordant de sentiments exacerbés. Rien de tout ce fatras inutile et contre-productif. J'ai construit un grand livre de comptes, froid, factuel et implacable. J'ai ouvert un nouveau fichier de calcul vierge sur mon logiciel professionnel, et j'ai attribué un onglet bien distinct à chacun des membres de ce joyeux cercle familial. Wade. Megan. L'école privée des neveux. Les factures courantes d'énergie de la maison. Ma mère. Puis, armé d'une patience d'ange et d'une détermination de fer, je suis remonté avec rigueur 6 années complètes en arrière. Relevé bancaire par relevé bancaire. Ligne comptable par ligne comptable. Et j'ai consigné méticuleusement dans mon fichier, le moindre petit transfert d'argent effectué à leur profit. La date exacte de l'opération, le montant précis au centime près, le bénéficiaire réel des fonds, et le motif explicite du paiement, lorsque j'en avais la connaissance.
Je n'ai arrondi aucun chiffre à la hausse, par souci d'équité, pour ne pas essayer de noircir le tableau artificiellement. Je n'ai ajouté aucun commentaire éditorial superflu, ni aucun jugement de valeur subjective dans les marges. J'ai simplement, et froidement, enregistré la stricte vérité factuelle. Ligne par ligne. De la même façon rigoureuse et impartiale, dont je l'enregistrerai pour le compte d'un client important, faisant face à un audit fiscal de grande envergure. Parce que c'était très exactement la nature de l'opération en cours. Même si l'auditrice en chef et les principaux accusés dans cette affaire, partageaient par le plus grand des hasards, le même nom de famille que moi sur leur carte d'identité. Le stylo cliquetait frénétiquement dans le creux de ma main. Mais celle-ci était désormais parfaitement stable et assurée. Pas le moindre petit tremblement de doute ou d'hésitation n'est venu la perturber. Une immense vague de calme réparateur m'envahit toujours, lorsque je me retrouve à devoir ranger des situations chaotiques et désordonnées, pour les remettre fermement dans le droit chemin de la logique. Le monde cruel et hostile qui m'entoure, cesse soudainement d'être ce lieu terrifiant, où ma propre famille s'est lâchement moquée de moi dans mon dos. Il se métamorphose en une simple colonne de chiffres concrets et mesurables. Des chiffres qui s'additionnent correctement, ou qui ne s'additionnent pas, point final. J'ai imprimé une page de test de mon fastidieux travail. Juste pour le simple plaisir de sentir le poids de cette vérité palpable et accablante, au creux de ma main. De l'encre noire indélébile, couchée sur du papier blanc immaculé. Des dates précises, alignées face à des montants en euros sonnants et trébuchants. Sans aucun adjectif qualitatif ou superflu pour les décrire. Et je vais vous avouer très sincèrement, ce que j'ai compris de fondamental à ce moment précis de la soirée. En tenant fermement cette page de chiffres entre mes doigts, sous la lumière crue du néon de ma cuisine. Je n'étais pas du tout en train de forger une arme de destruction massive. Une arme, c'est bruyant, destructeur, et ça fait des dégâts collatéraux. Et j'en avais fini, une bonne fois pour toutes, d'être bruyante aux côtés de personnes toxiques. Des personnes, qui ne m'entendaient exister à leur côté, que lorsque je leur disais docilement oui à toutes leurs exigences financières. Non, j'étais en train de construire un miroir réfléchissant. Un grand miroir de la vérité. Et la chose la plus cruelle au monde, que l'on puisse tendre à un certain type de personne narcissique, c'est un miroir d'une précision diabolique et absolue. Le dimanche suivant cette révélation, j'ai pris le volant pour me rendre jusqu'à la maison de tante Carole. Je lui avais annoncé au téléphone avec une fausse candeur, que je passais en coup de vent pour lui rendre son plat à gratin. Ce qui était techniquement la stricte vérité, car même dans les pires moments de crise existentielle, j'ai pour principe de toujours ramener les plats que l'on me prête. Elle a préparé du café fumant avec une nervosité palpable. Nous nous sommes assis en face à face, autour de la petite table de sa cuisine. Et j'ai laissé le lourd silence ambiant, faire le travail psychologique de sape à ma place. De la même façon redoutable et silencieuse, dont je procède avec un client fuyant et acculé, qui tente désespérément de me dissimuler un chiffre compromettant lors d'un bilan. Elle a fini par craquer inévitablement sous la pression psychologique. Tu l'as vu, n'est-ce pas, a-t-elle fini par lâcher d'une voix étranglée. Ce n'était pas vraiment une question de sa part, mais plutôt un aveu de culpabilité. Je n'ai pas prononcé un seul mot en retour pour abréger ses souffrances. Ce qui constituait une réponse claire et limpide en soi. Ses mains ridées et tremblantes, se sont refermées étroitement autour de la paroi brûlante de sa tasse de café. Je savais pertinemment que le message t'était destiné dès le départ, a-t-elle avoué la voix brisée par les sanglots. J'ai vu ton nom s'afficher en grosses lettres sur l'écran, juste après avoir appuyé sur le bouton d'envoi fatal. C'est juste que je n'ai pas eu le courage d'annuler l'envoi en cours. Elle a alors relevé les yeux pour affronter mon regard inquisiteur. Et j'ai pu lire quelque chose de profondément sincère et désarmant, se dessiner sur les traits de son visage tendu par l'angoisse. Quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre, à de la honte pure et véritable. J'aurais dû les arrêter dans leur élan destructeur. Il y a des années de cela, la toute première fois qu'ils ont commencé à s'en prendre à toi de la sorte avec leur moquerie. J'aurais dû avoir le courage de poser ma fourchette sur la table, de me lever. Et d'intervenir pour te défendre publiquement. Elle a secoué la tête avec une profonde tristesse et un dégoût de sa propre faiblesse. C'est juste que je ne voulais pas devenir, à mon tour, la prochaine cible facile de leur sarcasme cruel. Et voilà. Le mot de la fin était lâché. Toute la mécanique pourrie, lâche et dysfonctionnelle de cette famille, se trouvait résumée avec brio en une seule et unique phrase accusatrice. Tout le monde était bien trop terrifié par le jugement arbitraire de la tablée réunie,
pour oser prendre la défense de qui que ce soit en public. Je lui ai demandé d'une voix très douce, presque murmure, était-ce vraiment la toute première fois que cela arrivait en ma présence? Elle a fuyé mon regard inquisiteur avec précipitation, fixant le fond de sa tasse vide. Non, ma chérie, a-t-elle confessé avec une peine immense et palpable. C'est juste un dîner de famille, tout ce qu'il y a de plus classique chez nous. C'est de cette manière dégradante et systématique, qu'il parle de toi avec mépris, dès que tu as le malheur d'avoir le dos tourné ou d'être absente. Elle m'a alors révélé, la voix tremblante d'émotion, que ces flots de moqueries gratuites étaient devenus une attraction régulière et incontournable, lors de chacun de leurs rassemblements familiaux. Les fameuses et désopilantes blagues sur Audrey. Un divertissement aussi prévisible et inévitable que l'arrivée du chariot des desserts à la fin du repas. Je l'ai remercié très poliment pour le café réconfortant, et je me suis levé de ma chaise avec dignité. Je la comprenais parfaitement. Vraiment, du fond du cœur, je la comprenais. Elle venait de me faire, sans le vouloir consciemment, le seul et unique acte de gentillesse gratuit et désintéressé, que personne d'autre dans cette famille toxique ne m'avait jamais offert de toute ma vie. Elle m'avait enfin permis, au crépuscule de mes illusions, de voir la stricte vérité en face sans aucun filtre embellisseur. Mais comprendre intellectuellement le comportement lâche et fuyant d'une personne brisée, et pouvoir s'appuyer sur elle en cas de coup dur dans la tempête, sont deux grands livres de contes bien distincts. Carole m'avait tendu les preuves accablantes du désastre sur un plateau d'argent. Puis, elle s'était promptement lavé les mains, comme Ponce Pilate, de ce que j'allais bien pouvoir en faire par la suite. J'ai repris le volant de ma voiture pour reconduire jusqu'à ma propre maison, le cœur lourd. Avec la certitude glaçante et définitive que j'étais, comme toujours dans mon existence, livré à moi-même et à mes propres forces pour affronter la tempête. J'ai alors pris la décision de mener une petite expérience sociologique. Un simple test grandeur nature. Je voulais voir de mes propres yeux, à quelle vitesse fulgurante l'affection de façade et les sourires de commande se transformeraient en blocs de glace tranchants, si le flux ininterrompu d'argent venait à ralentir soudainement. Ne serait-ce qu'un tout petit peu pour commencer. Alors, en toute connaissance de cause, j'ai délibérément payé le loyer de l'appartement de Mégane, avec 3 jours de retard sur la date limite. Juste 3 petits jours insignifiants. Une simple pichenette dans l'engrenage bien huilé, pour tester la réactivité du terrain miné. La réponse épidermique que j'ai reçue en retour, m'a révélé avec une clarté aveuglante, tout ce que j'avais fondamentalement besoin de savoir, sur ma véritable place au sein de cette hiérarchie familiale. Ma mère a appelé furieuse sur mon téléphone, dans l'heure qui a suivi le constat du retard. Pas Mégane. Ce qui aurait été pourtant la réaction la plus logique, puisque c'est elle qui était la principale intéressée et la première victime potentielle par ce loyer en retard. Mais non. C'est ma mère en personne, qui a décroché son téléphone. La grande et vénérable gestionnaire autoproclamée des comptes fournisseurs de la famille, qui m'appelait en personne pour me faire la leçon et me rappeler à l'ordre sans ménagement. Audrey, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi en ce moment, bon sang, a-t-elle attaqué d'emblée, sans même prendre la peine de me saluer. Sa voix hautaine avait cette intonation aiguë et tranchante comme une lame de rasoir, qu'elle utilise exclusivement lorsqu'elle a déjà fermement décidé dans sa tête, que vous étiez le problème central à abattre. Le propriétaire de Mégane l'a appelé au téléphone pour lui signaler de manière très désagréable, 3 jours de retard sur le paiement de son loyer. Toute la famille commence sérieusement à jaser dans ton dos, sur la façon dont tu es devenue étrange et insupportable ces derniers temps. Distante, glaciale, et odieuse avec nous tous. Depuis que tu es un peu débordé avec la gestion de tes petits clients de quartier sans importance, tu as visiblement décidé que tu étais devenue bien trop importante et bien trop bien pour nous fréquenter. J'ai tenu le combiné téléphonique éloigné de mon oreille blessée, et je l'ai simplement fixé avec une incrédulité amusée. 3 jours. 3 petits jours de retard, étalés sur si longues années à payer mes dîmes, avec une ponctualité exemplaire et maladive, au centime près. Et la toute première fois que j'affiche un retard dérisoire de 3 jours calendaires. Je deviens du jour au lendemain une personne froide et monstrueuse. Une personne difficile à vivre au quotidien. Une personne hautaine qui se prend pour quelqu'un d'autre et qui méprise ses proches. L'argent n'a jamais été le vrai problème avec toi, ma pauvre Audrey, a-t-elle assoné avec une assurance cruelle. Laissant tomber sa phrase couperet, comme si elle avait longuement répété sa réplique cinglante devant un miroir pour s'en assurer l'effet dévastateur. Ton attitude minable et égocentrique, en revanche, l'est profondément. Je lui ai répondu d'une voix atone et monocorde,
que j'allais régler la situation fâcheuse au plus vite avec le propriétaire. Et j'ai raccroché le téléphone sèchement, sans lui laisser le loisir d'ajouter une énième insulte à son palmarès. Et je suis restée assise, très immobile et pensive, dans le silence assourdissant de ma maison. 3 jours de retard de paiement, et je me retrouvais soudainement et sans appel, affublé du rôle peu glorieux de la méchante de la famille. De l'ingrate de service. Alors, libéré de mes scrupules moraux, je me suis finalement autorisé à faire le calcul cruel et implacable, de ce que 6 années de paiement parfait, silencieux et toujours ponctuel, m'avaient réellement permis d'acheter comme affection et considération auprès de mes proches. Le total cumulé de la facture s'élevait à un grand rien du tout. Le néant absolu. Pas un seul remerciement sincère et affectueux. Pas la moindre défense acharnée de ma réputation, lors d'un dîner de famille moqueur en mon absence. Absolument rien d'autre en échange de mes sacrifices financiers, que le droit permanent, et presque le devoir, de continuer à payer mes factures à l'heure prévue. Sans broncher et avec le sourire. Ce fut cette nuit-là, que j'ai pris la décision irrévocable, de me rendre vers mon grand classeur de classement métallique. Je conserve mes dossiers personnels les plus importants et les plus sensibles, dans une grande armoire métallique grise, reléguée dans le coin sombre de mon bureau à domicile. Le genre de meuble utilitaire est terriblement ennuyeux à regarder. Le genre de meuble lourd et disgracieux, qui renferme bien souvent à l'abri des regards indiscrets, la véritable colonne vertébrale, d'une vie entière couchée sur du papier. Dans le tiroir du bas de l'armoire. Tout au fond, prudemment caché derrière les gros dossiers suspendus, se trouvait une chemise épaisse et poussiéreuse, que je n'avais pas pris la peine d'ouvrir depuis 6 ans. Le volumineux dossier de clôture notariée, datant très exactement de l'époque lointaine, où j'avais racheté la maison familiale à la banque. Je l'ai transporté avec précaution comme un trésor inestimable, jusqu'à la table de la cuisine. Et je l'ai étalé bien à plat sur le bois ciré, sous la lumière jaune et chaleureuse du plafonnier de la pièce. Fini l'écran bleu glacial de mon ordinateur, pour cette fois-ci. Fini les rires moqueurs enregistrés en fond sonore, pour polluer mes pensées. Juste du papier officiel, qui sentait bon l'encre d'imprimerie et la poussière des archives. Il était là, devant mes yeux ébahis par la révélation. Page après page, la vérité s'étalait au grand jour. L'acte de transfert de propriété officielle, dûment enregistré et validé auprès des autorités du comté. Le nom du bénéficiaire principal de l'acte, était inscrit en toutes lettres, en caractères noirs bien nets et lisibles, Audrey Monsieur Offet. L'acte de prêt hypothécaire notarié, certifiant la dette. Le nom de l'emprunteur enregistré et responsable légal de la somme, Audrey Monsieur Offet. Document formellement signé de ma propre main hésitante de l'époque, et daté de 6 ans en arrière. Le relevé de clôture financier de l'opération, les informations obligatoires et légales sur le compte séquestre, le contrat d'assurance titre de la propriété. Toute l'architecture légale complexe et indémontable de la propriété immobilière, s'étalait là sous mes yeux ravis. Et mon propre nom, figurait en bonne et due forme, sur chaque page porteuse et contraignante du dossier de vente. Je suis resté assise devant ce chef-d'œuvre de paperasse administrative, à contempler mon triomphe silencieux. En faisant glisser machinalement la pulpe de mon pouce, le long du parchemin rugueux de l'acte de propriété. Je l'avais toujours su au fond de moi, bien évidemment que la maison m'appartenait. C'était moi qui l'avais signé de mon sang, après tout. Mais avoir conscience vaguement d'une chose dans un coin reculé de sa tête, et regarder la preuve irréfutable et matérielle de son existence, étalée physiquement devant soi sur la table de sa propre cuisine. Ce sont 2 réalités psychologiques bien différentes à digérer, et à assimiler émotionnellement. Cette fameuse et splendide maison familiale. Celle que tout le monde s'obstinait avec hypocrisie à appeler, la maison de maman. La maison douillette, dans laquelle ils s'étaient tous réunis en secret et à mes frais, pour se moquer ouvertement de moi devant la caméra. La maison, que ma mère affirmait effrontément avoir conservée, à la seule force de ses poignets, et de son courage de veuve éplorée, devant toute la ville admirative de son abnégation. Cette maison m'appartenait légalement, totalement, et de manière indéniable. J'avais été, tout ce temps-là sans m'en rendre compte, à la fois la propriétaire légitime en titre des lieux, et la locataire résignée et docile du mépris affiché par ma propre famille à mon encontre. J'avais payé rubis sur l'ongle le toit sécurisant sous lequel ils étaient tous confortablement assis. Pendant qu'ils décrétaient avec une arrogance sans limite, que j'étais une ratée pathétique. J'ai cliqué une seule et dernière fois sur le capuchon de mon stylo fétiche. Je l'ai posé délicatement sur le papier de l'acte de propriété. Et j'ai senti les ultimes volutes de brouillard mental,
se dissiper complètement de mon esprit enfin clairvoyant. Je n'étais plus du tout confuse ou hésitante, quant à ce que j'allais faire à présent de mon avenir. Il me restait simplement à décider de la manière d'opérer pour y parvenir. Une manière d'agir si chirurgicale, propre et irréprochable sur le plan moral, que personne ne pourrait jamais oser qualifier mon geste salvateur, de cruauté ou de vengeance gratuite. Le lendemain matin à l'aube, bien avant le lever du soleil, j'ai fait la chose effrayante que j'évitais consciencieusement de faire depuis 6 ans. Je suis retourné sans trembler dans mon fichier de travail Excel. Celui qui contenait un onglet distinct, pour chacun des profiteurs de ma famille. Et j'ai sélectionné la colonne entière, de bout en bout, avec ma souris. Chaque transfert d'argent effectué, chaque compte bénéficiaire renfloué, sans exception. Et j'ai laissé la feuille de calcul exécuter son travail froid et mécanique de feuille de calcul. Le grand total vertigineux est apparu en bas de l'écran de l'ordinateur, en caractères gras. Je ne vais pas prononcer ce chiffre exact à haute voix ici. Parce que le montant colossal en lui-même n'est pas vraiment le sujet central de cette histoire. Et de toute façon, il était d'une telle ampleur que le fait de le mentionner résonnerait indéniablement comme de la vantardise mal placée de ma part. Et j'ai passé ma vie entière à me faire toute petite, à raser les murs, et à ne jamais me vanter de rien. Mais je vais vous faire une confidence pour vous donner un ordre de grandeur de l'ampleur du désastre. Cela représentait très facilement la valeur d'achat d'une belle maison, et à plusieurs reprises. C'était l'argent d'une belle retraite confortable et bien méritée, que je ne possédais plus sur mon compte épargne. C'était un montant bien plus exorbitant que tout ce que j'avais pu craindre de pire dans mes cauchemars les plus fous. Et Dieu sait que j'avais craint le pire, avant de cliquer sur ce bouton de calcul. Et voici la partie la plus étrange de cette prise de conscience douloureuse. Je n'ai versé aucune larme de regret pour l'argent dilapidé à fond perdu. L'argent, au fond, n'est composé que de simples chiffres alignés sur un écran. Et les chiffres n'ont aucun pouvoir magique pour me blesser. Ce qui m'a vraiment foudroyé sur ma chaise de bureau, en regardant ce total scintiller cruellement devant mes yeux embués. C'était le temps perdu à tout jamais, et que je ne pourrais jamais récupérer. 6 années entières de vendredis soirs festifs, où j'avais dû décliner des invitations de sortie entre amis. De rendez-vous romantiques prometteurs, que j'avais dû annuler à la dernière minute. Tout cela, pour avoir le temps de terminer les clôtures de fin de mois de quelqu'un d'autre. Des vacances bien méritées, sous les cocotiers, que je n'ai jamais pu prendre. Parce que la date fatidique et angoissante du 1er du mois, finissait invariablement par arriver. Avec son lot de factures à payer pour ma famille. J'ai pleuré à chaudes larmes, sans retenue, pendant environ 4 très longues minutes. Je me suis autorisé cette petite faiblesse passagère, pour évacuer la pression accumulée. Puis, je me suis essuyé le visage d'un revers de main viril et déterminé, exactement de la même manière brusque, que mon père avait coutume de le faire de son vivant. Et j'en avais définitivement terminé avec les jérémiades apitoyées. Parce que pleurer n'est, après tout, qu'un simple sentiment humain éphémère. Et un sentiment, aussi fort et destructeur soit-il, ne constitue absolument pas un plan d'action solide pour s'en sortir. J'ai enfin compris avec une clarté aveuglante, toute l'ironie cinglante, de ce que ma mère avait voulu dire sur cette vidéo humiliante. Elle affirmait avec un aplomb désarmant, que je devrais être reconnaissante de mon sort de bienfaitrice. Et vous voulez savoir la meilleure de l'histoire? Elle avait totalement raison, de penser avec condescendance que quelqu'un dans cette famille, devrait se montrer reconnaissant envers le ciel. Il l'était. Chacun d'entre eux, sans exception aucune, était profondément, viscéralement, et silencieusement reconnaissant pour une seule et unique chose vitale pour leur survie économique. Le fait miraculeux qu'en 6 ans de pillage en règle, je n'ai jamais pris la peine d'additionner le total faramineux de mes dépenses pour eux. Si vous vous êtes déjà retrouvé, assis la boule au ventre, face à un chiffre que vous étiez terrifié à l'idée d'additionner. Le véritable coût financier et psychologique, d'être le filet de sécurité invisible et non rémunéré de tout le monde. Alors, vous savez déjà avec une extrême précision, ce que j'ai pu ressentir comme vertige à cette table. Restez avec moi jusqu'au bout du récit. Ce que j'ai accompli par la suite pour m'en sortir, n'était ni bruyant, ni particulièrement cruel. C'était juste d'une honnêteté brutale, et implacable. Si cette situation dramatique vous rappelle d'un peu trop près votre propre vécu familial ou personnel, laissez un commentaire sous cette vidéo, pour m'en parler et vider votre sac. Et abonnez-vous à la chaîne, pour ne surtout pas manquer le dénouement rocambolesque de cette histoire.
Le premier véritable test de ma détermination sans faille est venu de Wade en personne. Sans surprise. Son fameux texto revendicateur concernant l'assurance de son pick-up chéri était toujours là en attente de réponse sur l'écran de mon téléphone. Celui-là même, qui était totalement dépourvu du moindre bonjour ou de courtoisie élémentaire. Auparavant, dans mon ancienne vie de bonne poire, je l'aurais docilement payé dans l'heure qui suivait la réception du message. Sans jamais en faire tout un plat par la suite, ni oser lui faire le moindre reproche. Cette fois-ci, j'ai délibérément attendu une journée complète et interminable, avant de daigner réagir à sa provocation. Puis, je lui ai répondu par écrit, avec une seule petite phrase laconique. Très calme en apparence, sans aucune once de colère apparente dans le ton. Parce que lui montrer de la colère de ma part, lui aurait fourni un point d'appui solide et une faille psychologique, pour contre-attaquer avec virulence. Je ne suis pas en mesure de couvrir cette dépense ce mois-ci. Et c'était tout. Point final. Aucune explication détaillée pour me justifier. Aucune excuse pitoyable pour me dédouaner de ma responsabilité de sœur aînée bienveillante. J'avais appris à mes dépens, il y a bien longtemps de cela, qu'une phrase affirmative courte et claire, sans aucune excuse mielleuse qui l'accompagne pour l'édulcorer, est la chose la plus difficile au monde à contester, pour un certain type de personnalité narcissique. Mon téléphone s'est mis à sonner avec insistance, avant même que j'aie eu le temps matériel de le reposer sur la table de la cuisine. Wade, bien évidemment, qui d'autre? Le ton doucereux et manipulateur de la demande de paiement initiale avait totalement disparu de sa voix en moins de 4 secondes chrono. Depuis quand a-t-il attaqué d'emblée, sur un ton de procureur? Depuis quand est-ce que tu n'es soi-disant plus en mesure de m'aider financièrement, hein? Tu as pourtant tous ces petits commerces minables de la ville, qui te paient grassement pour tes services de comptable de bas étage. Tu économises ton fric pour te donner de l'importance. C'est ça ton grand projet de vie? Je suis restée silencieuse comme une tombe à l'autre bout du fil. Ce qui a eu pour effet immédiat d'augmenter significativement le volume de ses hurlements dans mes tympans. Tu penses vraiment que tu es supérieur à nous tous maintenant, c'est ça l'idée? Bien au chaud et à l'abri, planqué derrière ton bureau en acajou avec tes petits tableaux Excel à la noix. Et puis, incapable de se retenir plus longtemps, parce que la fameuse vidéo m'avait déjà révélé avec exactitude sa véritable nature profonde et fielleuse. Il a fini par lâcher le morceau de bravoure qu'il retenait. Ne fais pas celle qui ne sait pas de quoi je parle. N'agis pas comme si tu n'étais pas la fille pathétique et sans envergure de la famille ici, Audrey. Et voilà, la boucle était bouclée de manière magistrale. Pathétique. Le même mot blessant et rabaissant. Prononcé par la même bouche pleine de mépris et de ressentiment à mon égard. Sauf que cette fois-ci, j'étais en ligne directe au bout du fil pour l'entendre de vive voix, au lieu de l'observer lâchement en différé sur un écran de téléphone pixelisé. J'ai laissé un très long silence pesant et accusateur s'installer entre nous sur la ligne téléphonique. Puis j'ai dit très calmement, d'une voix dépourvue de toute émotion, « D'accord, Wade. » Et j'ai raccroché sèchement, le coupant net dans son élan de logorée verbale. Une seule phrase assassine. Je ne suis pas en mesure de le faire. Cela ne m'avait absolument rien coûté en énergie nerveuse de la prononcer. Mais pour lui, l'implication de cette simple phrase allait tout lui coûter financièrement dans les mois à venir. Et nous savions tous les deux pertinemment, avec une lucidité absolue, lequel de nous deux était sur le point d'en ressentir la douloureuse différence au quotidien de manière drastique. Après cet incident révélateur et fondateur de mon émancipation, le téléphone n'a plus cessé de sonner frénétiquement une seule minute. Il s'avère, et c'est une grande leçon de vie, qu'une famille toxique, qui ne prend jamais la peine de vous appeler pour prendre de vos nouvelles en temps normal, vous harcèlera de coups de fil intempestifs et de messages accusateurs, à la seconde même où le robinet de l'argent viendra à se tarir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Megan a ouvert le bal des hostilités par message. Elle m'a envoyé un texto incendiaire, long comme le bras, pour m'accuser avec virulence d'être profondément égoïste en ce moment critique pour la famille. Elle ajoutait avec perfidie que Wade avait déjà bien suffisamment de graves problèmes à gérer dans sa vie d'entrepreneur raté, sans que je m'amuse sadiquement en plus à jouer avec ses nerfs et sa santé mentale. Ensuite, c'est un cousin très éloigné qui a pris le relais de la culpabilisation. Un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles fraîches depuis plus d'1 an, et qui s'inquiétait soudainement et très sincèrement, de voir la belle unité de la famille se déchirer de la sorte pour de basses questions d'argent matériel. Et pour finir en beauté ce feu d'artifice de mauvaise foi, ma mère a déployé l'artillerie lourde.
Elle n'a pas pris la peine de m'appeler de vive voix cette fois-ci, craignant sans doute mon mutisme. Elle m'a envoyé un texto laconique et empoisonné. Et je pense très sincèrement qu'elle a préféré me l'envoyer par écrit pour s'assurer vicieusement que je le lise 2 fois de suite, afin d'en saisir toute la perfidie et le sous-entendu culpabilisant. Après tout ce que cette famille exceptionnelle a fait pour toi dans ta vie. C'était là, l'intégralité de son message. Je l'ai lu avec une incrédulité totale, debout devant le comptoir en marbre de ma cuisine. Et pour être tout à fait franche et honnête avec vous, j'ai bien failli en pleurer de rire tant la situation était ubuesque. Après tout ce que cette famille a fait pour moi. J'ai littéralement ouvert mon grand fichier de travail Excel, et je l'ai épluché avec une attention redoublée. Ligne par ligne. Juste pour m'assurer avec une certitude absolue, que je n'avais pas omis par mégarde un détail crucial de mon existence. Une colonne cachée quelque part dans le tableau, ou l'aide financière, ou même simplement morale, aurait hypothétiquement coulé dans l'autre sens pour une fois dans ma vie. Mais il n'y en avait aucune trace. Rien du tout. Le néant absolu. Tout ce que cette merveilleuse famille avait jamais fait pour mon bien-être personnel depuis ma naissance, tenait très confortablement, et avec beaucoup de marge, dans l'espace vide, situé juste en dessous des totaux vertigineux de mes propres dépenses pour leur confort. J'ai posé mon téléphone, face vers le bas sur le comptoir. Et je n'ai daigné répondre à aucun d'entre eux. Pas un seul message de justification. Ni à Mégane la pleureuse professionnelle, ni au cousin hypocrite et opportuniste, ni à ma mère manipulatrice de haut vol. Au lieu de cela, j'ai plongé la main avec détermination dans le grand tiroir de mon bureau, et j'en ai sorti une épaisse pile d'enveloppes en papier craft. Le genre d'enveloppes épaisses et robustes, que l'on utilise exclusivement pour les courriers officiels et importants. Je les ai disposées sur la table du salon, en une rangée parfaitement alignée au millimètre près. J'ai lissé la première enveloppe de la pile, du plat de la main, avec une détermination et une assurance nouvelles. Je ne savais pas encore avec une exactitude absolue, quel mot dévastateur j'allais glisser à l'intérieur de ces plis. Mais je connaissais d'ores et déjà, la forme définitive et implacable, de ce que j'étais en train de bâtir patiemment pour eux. Et pour la toute première fois en 6 ans d'existence effacée et sacrificielle, le silence apaisant qui régnait dans ma maison, m'a semblé enfin m'appartenir en propre. Comme un bien précieux et inaliénable. J'ai longuement et mûrement réfléchi à la meilleure façon de procéder pour mettre mon plan à exécution. Parce que la façon dont on accomplit une chose d'une telle importance, détermine l'essence même, et l'impact de la chose en question. J'aurais très bien pu choisir la solution de facilité, et tout faire exploser en plein vol dans le groupe de discussion de la famille sur les réseaux sociaux. J'aurais pu y publier des captures d'écran des totaux astronomiques. Nommer publiquement et sans pitié, qui avait pris combien dans ma poche au fil des ans. Les laisser lire le désastre financier sur leurs petits écrans de téléphone, et sentir le sol se dérober brutalement sous leurs pieds de profiteurs. J'aurais pu les appeler un par un au téléphone, pour régler mes comptes de vive voix. Et leur jeter à la figure avec hargne, toutes les vérités cruelles, que j'avais ravalées avec une obéissance aveugle pendant si longues années. J'aurais pu le faire avec grand éclat et fracas. Mais le bruit et l'hystérie étaient leur langage de prédilection, pas le mien. Faire du bruit, c'est s'assurer de rester coincé indéfiniment dans la pièce avec eux. À débattre sans fin de qui a tort ou raison, à se justifier pitoyablement de ses choix, à se défendre bec et ongles contre leurs attaques de mauvaise foi. Et j'étais tellement, mais tellement épuisé de me trouver dans cette pièce étouffante avec eux. Alors, en bonne comptable méthodique, j'ai choisi de faire tout l'inverse de ce qu'ils attendaient de moi. J'ai élaboré un plan d'action implacable et sans faille, divisé en 4 étapes bien distinctes. Et je les ai toutes soigneusement consignées par écrit sur un carnet, pour être certaine de ne pas flancher lamentablement à la toute dernière seconde de l'exécution du plan. Premièrement, je signerai l'acte de propriété de la maison, pour le rendre officiellement et légalement à ma mère. Et je mettrai en place les démarches administratives nécessaires, pour qu'elle puisse reprendre l'hypothèque ruineuse à son nom exclusif. Ainsi, personne dans cette ville ne pourrait jamais m'accuser à tort, de l'avoir expulsé froidement de son foyer. Deuxièmement, tous les paiements volontaires et abusifs que j'effectuais pour eux, le pick-up, le loyer, les frais de scolarité privée, s'arrêteraient tous nets et sans sommation, le 1er du mois. Troisièmement, je remettrai solennellement en main propre à chacun d'entre eux, une de ces fameuses enveloppes Kraft. Contenant le dossier complet, exhaustif et détaillé de ses propres dépenses. Avec une unique page explicative glaçante, pour l'informer de la date exacte, à laquelle la fontaine d'argent se tarirait définitivement pour lui. Et quatrièmement,
La partie la plus vitale et la plus difficile du plan. La partie que j'avais pris le soin de souligner 2 fois à l'encre rouge dans mon carnet. Je refuserai catégoriquement de débattre avec eux. Je dirai ce que j'avais sur le cœur avec un calme olympien, je poserai les enveloppes sur la table devant eux, et je franchirai la porte de sortie sans me retourner une seule fois pour observer les dégâts. Je n'allais pas me battre contre eux dans une vaine joute verbale. Parce que se battre avec des gens toxiques, c'est s'assurer de rester attaché à eux d'une manière ou d'une autre. Je n'allais pas leur offrir ce luxe. J'allais simplement équilibrer les comptes de façon chirurgicale, solder le passif, et m'en aller pour de bons vers de nouveaux horizons. Et le calendrier, béni soit-il, avait déjà eu l'immense bonté de choisir le jour parfait pour moi pour cette mise à mort. Le prochain cycle de paiements automatiques était prévu, comme d'habitude, pour le 1er du mois. Et la grande fête d'anniversaire pour les 60 ans de ma mère, tombait très exactement ce même jour béni des dieux. J'ai décidé de laisser la date agir d'elle-même, pour donner à l'événement une délicieuse allure de fatalité implacable et karmique. Je sais pertinemment, que certains d'entre vous hochent déjà la tête d'un air réprobateur derrière leur écran en m'écoutant. Pensant très fort, que j'aurais dû me contenter de leur envoyer la feuille de calcul par un simple texto lapidaire, et en finir une bonne fois pour toutes sans faire de vagues. Restez avec moi jusqu'au bout du récit, je vous en prie. Car la manière foudroyante dont cette bombe a explosé en personne, est la seule et unique raison pour laquelle je vous raconte cette histoire avec tant de détails truculents. Si vous avez déjà eu la lourde tâche de fixer une limite infranchissable, avec des personnes qui ne vous témoignent du respect que lorsque vous leur êtes utile financièrement, vous voudrez assurément voir comment cette affaire se dénoue dans le sang et les larmes. Laissez un petit commentaire pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail, et rendons-nous ensemble à cette fameuse fête d'anniversaire de tous les dangers. Je n'ai absolument rien fait sous le coup de l'émotion aveugle ou de la colère irréfléchie. Je suis comptable de profession, rappelez-vous. Je fais les choses dans l'ordre logique et méthodique, ou je ne les fais pas du tout. Pour commencer mon entreprise de démolition, j'ai appelé une excellente amie à moi. Une experte comptable chevronnée en qui j'ai une confiance aveugle. Et je lui ai exposé les grandes lignes de mon plan d'action, pour recueillir son avis d'experte pointilleuse. Sans citer aucun nom bien évidemment, secret professionnel oblige. Juste la structure globale du projet d'appurement des comptes. Ensuite, je me suis assise dans le bureau feutré d'une avocate spécialisée en droit immobilier de ma ville, pour une consultation intensive d'1 heure. Et j'ai payé cette heure de conseil juridique de ma propre poche, comme je paie pour tout le reste dans ma vie depuis toujours. Elle m'a expliqué les tenants et les aboutissants de la procédure de transfert, avec une grande clarté pédagogique. La maison m'appartenait en propre et de plein droit. J'étais totalement libre d'en transférer la propriété comme bon me semblait, sans avoir à me justifier. Je pouvais tout à fait la céder légalement à ma mère par un acte notarié. Mais elle m'a mise en garde avec une fermeté bienveillante. Ce que je savais déjà pertinemment au fond de moi. Transférer l'acte de propriété de la maison, n'effaçait en rien l'hypothèque colossale qui y était attachée comme un boulet. Le prêt immobilier resterait à mon nom exclusif auprès de la banque. À moins que ma mère ne remplisse les conditions de revenus draconiennes de l'établissement bancaire, pour le reprendre à sa charge ou le refinancer elle-même. Si elle en était incapable financièrement, ce qui était plus que probable. Elle serait contrainte de la vendre à contre-cœur, ou de trouver un autre moyen de supporter le fardeau financier mensuel. L'étiquette de prix exorbitante et ruineuse, était livrée avec le somptueux cadeau d'anniversaire. L'avocate m'a regardé avec beaucoup d'attention et d'acuité, en prononçant cette partie cruciale de son discours d'avertissement. Avec ce regard scrutateur et perçant, que les gens de loi adoptent lorsqu'ils veulent vérifier que vous comprenez pleinement les conséquences désastreuses de vos choix de vie. Je l'ai rassuré avec un sourire, en lui disant que je comprenais parfaitement la situation dans son ensemble. Je n'essayais aucunement de tendre un piège machiavélique à ma mère pour la ruiner délibérément. J'essayais simplement et honnêtement, de lui remettre enfin entre les mains, le poids réel et écrasant de cette maison. Cette même maison prestigieuse, qu'elle prétendait porter toute seule à bout de bras depuis si longues années de veuvage. Qu'elle ressente enfin dans sa chair douloureuse, ce qu'elle coûte réellement à entretenir au quotidien en frais divers. Qu'elle prenne la décision éclairée de ce qu'elle voulait en faire, en tant que femme adulte et responsable de ses actes. Exactement de la même manière que j'avais dû le faire par la force des choses, pour éponger ses dettes. Quant au reste des paiements récurrents, le pick-up de Wade, le loyer de Meghan, et les frais de scolarité des neveux, il s'agissait de simples dons financiers gracieux, a confirmé l'avocate avec soulagement. Et les dons peuvent être interrompus du jour au lendemain,
à la seconde même où vous décidez d'y mettre fin. Aucun préavis légal n'était exigé par la loi. Bien que j'ai prévu de leur donner un préavis raisonnable de toute façon pour s'organiser. Parce que je ne suis décidément pas le genre de personne qui se comporte mal et de manière mesquine dans cette triste histoire de trahison. Je lui ai fait rédiger des documents de transfert de propriété d'une propreté juridique irréprochable. J'ai rédigé de ma propre main une lettre simple, claire et directe, pour accompagner chaque enveloppe accusatrice de son destinataire. Aucun sentimentalisme larmoyant à l'intérieur de ces courriers. Seulement des faits implacables, et des dates précises de fin de versement. Les faits bruts et documentés n'ont jamais eu besoin de mon aide littéraire pour blesser profondément les gens. La grande machine de préparation de la fête tournait à plein régime tout autour de moi, dans une effervescence joyeuse. Et toute cette organisation titanesque et coûteuse, reposait sur une seule hypothèse tacite et très confortable pour eux, Audrey s'en occuperait sans broncher et sortirait le chéquier. Bien sûr, c'était moi qui payais la location de la grande salle pour la soirée. J'avais versé le lourd acompte de réservation pour la grande salle paroissiale de l'église, des mois avant que tout ce drame des vidéos volées ne se déclenche. À l'époque lointaine et naïve où je croyais encore fermement que mon silence docile et mon argent étaient le juste prix à payer pour être aimé et accepté par ma famille. Je réglais également la facture salée du traiteur de luxe, cela va sans dire. Et il y avait une seconde hypothèse insidieuse, sournoisement superposée à la première concernant les frais. Celle qui me faisait serrer les mâchoires de rage chaque fois que j'y pensais en faisant les comptes. Tout le monde s'attendait très logiquement à ce que je prononce un petit discours émouvant lors de la soirée. La fille dévouée et fiable, se levant avec une émotion palpable lors de cet anniversaire marquant, pour porter un toast vibrant à la mère forte et courageuse, qui avait maintenu sa famille unie envers et contre tout. Ma mère le clamait d'ailleurs sur tous les toits à qui voulait bien l'entendre depuis des semaines entières. J'en avais d'ailleurs eu vent par des oreilles indiscrètes du voisinage. De la même manière biaisée et indirecte, dont j'apprenais la plupart des nouvelles importantes de la famille. Lorraine dit avec fierté à tout le monde qu'Audrey s'occupe de tout pour elle, m'a glissé une voisine un peu trop bavarde, lors de mes courses au supermarché local. Rayonnante de joie sincère, comme si c'était la chose la plus adorable au monde à entendre d'une mère sur sa fille. Elle est tellement fière de toi, ma chérie. Elle répète à tout le monde avec complaisance, que tu es sa petite comptable attitrée. Sa petite comptable dévouée qui aime se sentir indispensable à la survie de la famille. J'ai offert un sourire de façade poli à cette voisine un peu trop curieuse, j'ai bredouillé une banalité polie en réponse pour couper court à la conversation, et j'ai repoussé mon chariot pour m'éloigner rapidement de son flot de paroles. Et c'est là, au beau milieu de l'allée des céréales de petit déjeuner, que ma décision vengeresse est devenue finale et irrévocable. Car voici très exactement l'erreur monumentale, qu'ils avaient tous commise par orgueil, sans même s'en apercevoir. Ils m'avaient construit de toutes pièces une scène de théâtre majestueuse. Une salle immense remplie de témoins attentifs, la famille élargie au grand complet, les voisins du quartier, le pasteur en personne de l'église. Tous rassemblés dans l'attente fébrile de me voir jouer le rôle pathétique de la fille éternellement reconnaissante, une toute dernière fois pour clore le spectacle en beauté. Ils m'avaient tendu un micro sur un plateau, un public captif et acquis à leur cause, et une attente énorme à combler. J'ai donc pris la décision de garder cette belle scène pour moi seul. Je garderai le public avec grand plaisir. Je garderai précieusement le micro pour faire entendre ma voix. J'allais simplement troquer le scénario pathétique et larmoyant qu'ils avaient écrit pour moi de toutes pièces, pour en dévoiler un autre, qui reflétait la stricte vérité des faits. La veille du grand jour des festivités, je me suis rendu à la salle des fêtes pour vérifier les derniers détails de l'installation du traiteur, et j'y ai reçu un ultime rappel cinglant, de la raison profonde pour laquelle je m'apprêtais à faire exploser cette bombe à retardement. Comme si l'univers tout entier voulait s'assurer que je ne perde pas mon sang-froid salvateur au dernier moment de flanchement. Wade était présent sur les lieux. Il accrochait avec maladresse une banderole décorative au mur, une bière déjà fermement à la main, bien qu'il ne soit que 2 heures de l'après-midi. Il faisait son numéro d'amuseur de galerie habituel, pour épater quelques-uns des plus jeunes cousins influençables de la famille. Lorsque je suis entré dans la salle, les bras chargés d'un lourd plateau de verre fragile, il leur a décoché un grand sourire carnassier de connivence, et a pointé son pouce dans ma direction avec une désinvolture crasse. « Attention à vous les jeunes », a-t-il lancé d'une voix suffisamment forte pour que ça résonne dans toute la pièce vide. Ne contrariez surtout pas le distributeur automatique de billets de la famille. Elle est très susceptible et de mauvaise humeur ces derniers temps. Les jeunes cousins ont éclaté d'un rire gêné et incertain.
Ce genre de rire hésitant, que l'on a quand on n'est pas tout à fait certain qu'il s'agisse vraiment d'une blague innocente ou d'une méchanceté gratuite. Megan était là elle aussi, très occupée à arranger avec précaution des bouquets de fleurs hors de prix sur les tables des invités. Et quand j'ai commencé à lui faire part d'une épineuse question concernant la facturation du traiteur, elle m'a sèchement coupé la parole, avec un petit geste dédaigneux et théâtral de la main. Audrey chérie, personne n'a envie d'entendre parler de factures ennuyeuses et de problèmes d'argent, lors d'une fête d'anniversaire, a-t-elle déclaré d'un ton professoral. Regarde un peu autour de toi et adapte-toi à l'ambiance joyeuse. Ma mère a traversé toute cette scène ubuesque en coup de vent, sans y prêter la moindre attention. S'affairant de façon excessive et théâtrale autour de la tenue de Megan, rajustant amoureusement son col avec de grands gestes. Sans jamais, pas une seule petite seconde, jeter un regard affectueux dans ma direction. Comme si je faisais simplement partie du personnel de service invisible du traiteur. Et dans un coin sombre de la salle, observant tout ce manège toxique d'un œil critique et lucide, se trouvait ma jeune cousine Alay. Âgée de 19 ans seulement, fraîchement rentrée de sa toute première année d'indépendance à l'université. Nos regards se sont croisés un bref instant. Et son visage a exprimé une chose que les autres n'avaient jamais, au grand jamais, montré en ma présence en 34 ans de vie. Elle a tressailli de dégoût physique. Elle avait vu toute la scène humiliante de ses propres yeux. Ne contrariez pas le distributeur automatique de billets. Il l'avait balancé sur le ton de la blague de comptoir pour amuser la galerie. Lancé avec la même désinvolture méprisante, avec laquelle il traitait absolument tous les problèmes de sa vie. Mais j'avais cessé depuis fort longtemps de trouver les blagues vaseuses de Wade amusantes. Quelque part aux alentours de la 3e année consécutive de mes paiements salvateurs pour lui. Une soi-disant blague n'est bien souvent que de la pure cruauté affublée d'un joli chapeau de fête pour passer inaperçu dans la bonne société. Et j'avais été la cible favorite des moqueries à la table de cette famille de profiteurs, depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir dans mon enfance. Demain soir, pour la toute première fois de mon existence brimée, c'est moi qui aurai le privilège insigne de conclure la plaisanterie d'une main de maître. Alay m'a emboîté le pas jusqu'au porche extérieur et glacial de la salle des fêtes, pendant que j'essayais de reprendre mon souffle à l'air frais pour calmer la tempête sous mon crâne. C'est vraiment une bonne gamine. La seule représentante de la jeune génération de la famille, qui pense à m'envoyer un texto affectueux pour me souhaiter mon anniversaire le jour J, sans qu'on ait besoin de le lui rappeler au préalable par un post-it. Tante Audrey, a-t-elle commencé d'une petite voix hésitante, en se serrant dans ses bras pour lutter contre le froid mordant du vent d'hiver. Est-ce que tu vas bien? Il ne devrait vraiment pas te parler sur ce ton méprisant devant tout le monde. Ce n'est pas drôle du tout, c'est même humiliant. Je l'ai fixé intensément l'espace d'une seconde interminable. Seulement 19 ans. Et elle était la toute première personne, au sein de cette famille toxique au grand complet en 6 ans de sacrifice, à me demander avec une véritable sincérité si j'allais bien. Pas pour me demander insidieusement ce que je pouvais payer pour le mois prochain. Pas pour s'assurer frénétiquement que le traiteur de luxe était bien réservé en temps et en heure. Juste un simple et réconfortant « Est-ce que tu vas bien ?» Cette simple question inattendue, empreinte de véritable sollicitude, a bien failli réduire à néant tout mon plan d'action mûrement réfléchi des semaines durant. Pas parce que j'avais soudainement peur des conséquences désastreuses de mes actes. Mais parce que, brusquement, je ne voulais pas qu'elle soit témoin direct du carnage que j'allais accomplir demain soir. Et qu'elle puisse croire à tort, que c'était motivé par de la pure colère vengeresse. Qu'elle puisse s'imaginer à mon sujet, que ce n'était rien d'autre que la même cruauté familiale habituelle, simplement dirigée de ma part vers une nouvelle cible pour l'occasion de la fête. Je vais très bien, Alay, l'ai-je rassuré d'une voix douce et posée pour ne pas l'effrayer. Je me sens même mieux dans ma tête que je ne l'ai été depuis très, très longtemps, à vrai dire. Elle a froncé les sourcils, d'un air dubitatif et inquiet. Pas tout à fait convaincue par mes paroles rassurantes et mon ton égal. Ils te considèrent comme totalement acquise à leur cause égoïste, a-t-elle déclaré avec une amertume palpable dans la voix. Tu es la seule et unique personne dans toute cette famille d'hypocrites, qui soit jamais présente pour me soutenir quand j'ai vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Et c'est cette phrase précise, lourde de sens, qui a scellé définitivement ma détermination à agir. Parce que j'ai réalisé à cet instant précis de grâce, que la chose la plus bienveillante que je puisse jamais faire pour l'avenir de cette jeune fille. Ce n'était surtout pas de continuer à absorber silencieusement tous les coups bas, pour maintenir une fausse paix familiale nauséabonde de façade. Ainsi, la paix illusoire a tenu bon pour la journée. La chose la plus bienveillante que je puisse faire pour son éducation,
c'était de lui montrer, avec un calme olympien devant une salle comble de témoins, que l'on a parfaitement le droit de dire stop à l'abus. Que l'on peut continuer à aimer sa famille de loin, tout en refusant catégoriquement de servir de punching ball émotionnel et financier au quotidien. Que le fait de s'en aller dignement, la tête haute et le dos droit, n'est absolument pas synonyme de déclaration de guerre ouverte. Je lui ai pressé affectueusement la main glacée. Viens me retrouver demain soir dans la salle, lui ai-je soufflé à l'oreille comme un secret. Juste après que j'ai prononcé mon petit discours d'usage. Cette toute dernière nuit avant l'échéance fatidique du grand soir, je me suis assise à la table de ma cuisine pour assembler méticuleusement les pièces de mon puzzle destructeur. Les lourdes enveloppes en papier craft étaient parfaitement alignées en randonnant sur la nappe. Une pour chacun d'entre eux. Dans celle destinée à ma mère, j'ai glissé le nouvel acte de propriété notarié, transférant la maison à son nom exclusif. La lettre officielle de l'avocate, détaillant la procédure ardue pour reprendre l'hypothèque ruineuse à sa charge ou la refinancer elle-même auprès d'un établissement de crédit. Et enfin, son registre personnel implacable. 6 années complètes de chaque euro dépensé pour elle, avec le grand total vertigineux et accusateur affiché en bas de page. Dans l'enveloppe épaisse de Wade, j'ai inséré sa propre colonne de dépenses somptuaires. Le pick-up rutilant, l'assurance tout risque, les divers prêts personnels que j'avais discrètement épongés pour le sauver de la banqueroute personnelle. Le tout accompagné de la date butoir encerclée de rouge, à laquelle les paiements s'arrêteraient net. Dans celle de Meghan, 4 années consécutives de loyer payé rubis sur l'ongle à sa place. L'équivalent en valeur numéraire d'un bel ensemble de salles à manger luxueux, pour tous ces innombrables qu'en penses-tu, qu'elle m'avait envoyé au fil des ans. Et bien sûr, la même date couperet et irrévocable. J'ai scellé hermétiquement chacune des enveloppes, et j'y ai inscrit le nom du destinataire sur le devant avec soin. De ma belle écriture régulière et assurée de comptables professionnels aguerris. Mon stylo glissait sur le papier rugueux de l'enveloppe, sans le moindre tremblement trahissant une quelconque hésitation de ma part. J'ai signé les lettres accusatrices les unes après les autres. Un petit clic sec du capuchon de mon stylo, venant ponctuer chaque nouvelle signature au bas de la page. Ce son régulier et mécanique, remplissait le lourd silence de ma cuisine, tel le tic-tac lent et inexorable d'une horloge annonçant l'heure du jugement dernier. Mon téléphone portable est resté posé face vers le bas sur la table, pendant toute la durée de l'opération d'assemblage. L'écran désespérément noir et silencieux. Et je ne l'ai jamais retourné une seule fois de la soirée, pour visionner cette ignoble vidéo volée à nouveau. Je n'en avais nul besoin pour trouver le courage d'agir. Elle était gravée au fer rouge dans ma mémoire visuelle. Et de toute façon, leur rire moqueur et blessant était sur le point de perdre toute importance à mes yeux d'ici quelques heures. 4 lourdes enveloppes accusatrices. Aucun grand discours grandiloquent à mémoriser par cœur pour l'occasion de la fête. Aucune scène de confrontation dramatique, répétée inlassablement devant le miroir de ma salle de bain pour faire de l'effet sur le public. J'avais passé les 6 dernières années de mon existence, à dire un oui inconditionnel et docile à ces personnes ingrates. Sans jamais prononcer un seul mot de plainte à ce sujet pour m'en vanter auprès d'eux. Je me suis dit que je pouvais très bien leur signifier un non définitif et irrévocable, exactement de la même manière polie. Silencieusement, entièrement par écrit et avec des preuves tangibles à l'appui, afin que ma décision ne souffre d'aucune contestation stérile possible de leur part. J'ai éteint la lumière crue de la cuisine, et je suis allé me coucher l'esprit serein et le cœur léger. Et pour la première nuit depuis près de 3 semaines de tourments nocturnes, j'ai dormi d'un sommeil de plomb, sans me réveiller une seule fois. La grande salle paroissiale de l'église était déjà comble de monde dès 16 heures de l'après-midi. Elle avait cette apparence si caractéristique, et un peu désuète, de ces grandes pièces sans âme dédiées aux réceptions. De longues rangées de tables pliantes alignées au cordeau. Un énorme gâteau rectangulaire recouvert de glaçage, trônant tristement sous l'éclairage blafard des néons du plafond. Et une immense banderole proclamant fièrement, 60 ans et fabuleuse, dont les paillettes bon marché se détachaient déjà lamentablement pour parsemer le sol en linoléum usé. Toute ma famille élargie était présente au grand rendez-vous. Des tantes, des oncles, et des cousins éloignés venus de loin. Sans oublier la moitié du quartier résidentiel, ainsi que le pasteur de l'église en personne, accompagné de son épouse endimanchée. Ma mère tenait sa cour de flagorneur près de la table du gâteau, resplendissante dans une robe flambant neuve payée par mes soins. Elle acceptait les vœux d'anniversaire mielleux de ses invités, avec la même condescendance hautaine qu'un monarque recevant un tribut de ses vassaux conquis. Répétant à l'envi à quiconque voulait bien l'écouter avec compassion, l'histoire larmoyante qu'elle chérissait par-dessus tout au monde.
Eh bien, après le décès tragique de mon cher Franck bien-aimé, il fallait bien que quelqu'un se dévoue corps et âme pour maintenir cette pauvre famille debout face à l'adversité. C'est ce qu'elle était en train de déclamer avec des trémolos de tragédienne dans la voix, juste au moment précis où je franchissais le seuil de la porte d'entrée. Alors j'ai simplement fait ce qui devait être fait, sans me plaindre de mon triste sort. Elle a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce bondée et bruyante. Et elle m'a lancé ce regard insistant si particulier, qu'elle réservait aux grandes occasions. Celui qui signifiait sans la moindre équivoque, « Tiens-toi prête à entrer en scène, ma fille. C'est bientôt à ton tour de faire ton numéro de fille reconnaissante. » Wade était déjà bien détendu par l'abus d'alcool, et arborait un sourire béat jusqu'aux oreilles de contentement. Meghan virevoltait avec obséquiosité autour de notre mère majestueuse. Se prélassant paresseusement et avec délectation, dans la lumière de sa gloire d'emprunt d'un soir. Alice se tenait discrètement à l'écart du brouhaha assourdissant des conversations, près du buffet des boissons. Emma adressait un petit signe de tête complice et totalement privé, dès qu'elle m'a aperçu. Une fois que l'immense gâteau d'anniversaire fut découpé en parts égales pour le service, ma mère a tapoté délicatement son verre en cristal avec sa petite fourchette à dessert pour réclamer le silence. Et la pièce bruyante s'est tue comme par magie dans l'expectative. Elle a alors déclaré d'une voix forte, avec un petit geste théâtral et faussement magnanime dans ma direction, « Je crois bien que ma fille adorée Audrey a quelques petits mots à nous dire ce soir pour marquer l'occasion. » C'est elle la grande architecte qui s'est démenée pour organiser toute cette belle fête pour nous réunir. Elle est tellement douée pour prendre soin des choses avec efficacité et discrétion. Des applaudissements polis, convenus et chaleureux, ont parcouru l'assemblée attentive. Ils attendaient tous avec une grande impatience, de voir la fille éperdument reconnaissante et effacée entrer en scène. Ils attendaient tous un déluge de remerciements larmoyants de ma part pour le sacrifice de ma mère. Je me suis levé de ma chaise avec une extrême lenteur. Et je me suis senti étrangement, et parfaitement calme à l'intérieur de moi-même. Avec cette même plénitude satisfaisante et apaisante qui m'envahit, lorsqu'un long et complexe livre de contes s'équilibre enfin à la perfection au centime près. Je ne tenais aucun verre de champagne à la main pour porter un toast de célébration. Je tenais fermement ma lourde pile d'enveloppes en papier craft serrée contre ma poitrine. Et j'ai cliqué une seule et unique fois sur le capuchon de mon stylo fétiche. Ce fut le seul et unique son que l'on entendit résonner avec netteté, dans cette immense pièce soudainement silencieuse. J'avais apporté avec moi pour l'occasion, quelque chose d'un tout petit peu plus précis et documenté qu'un simple toast de convenance. Je vous remercie tous du fond du cœur, d'être venus si nombreux pour célébrer dignement ma mère aujourd'hui, ai-je commencé avec une sincérité désarmante, et je pensais chaque mot que je prononçais. J'ai laissé la salle entière s'imprégner de la chaleur rassurante de cette déclaration bienveillante l'espace d'une longue seconde d'attention, avant de poursuivre mon discours très attendu. Une vie de 60 années bien remplie, mérite assurément d'être célébrée comme il se doit par nous tous. Puis, d'un geste délibéré, j'ai attrapé la toute première enveloppe de la pile posée sur la table devant moi. Maman, ceci est spécialement pour toi. Un cadeau très personnel. Je me suis avancé d'un pas mesuré jusqu'à son fauteuil, et j'ai déposé le lourd pli cacheté directement entre ses mains manucurées. C'est l'acte de propriété officiel et notarié de la maison familiale. Cette maison est à mon nom exclusif, et sous mon entière responsabilité financière, depuis si longues années. Depuis le jour funeste où je l'ai racheté rubis sur l'ongle à la banque après le décès inopiné de papa. Pour t'éviter l'humiliation suprême de la saisie et de te retrouver à la rue sans ressources. Ce soir, devant tous nos amis réunis, je te la cède officiellement en signant les papiers de transfert définitif. La maison est à nouveau entièrement à toi. Libre de droit et totalement dégagé de ma présence embarrassante. Un murmure de confusion générale et de surprise a commencé à s'élever parmi les rangs des invités médusés. Ce n'était décidément pas le genre de toast joyeux, léger et anecdotique, auquel l'assemblée s'attendait en venant assister à cette fête d'anniversaire. Le sourire triomphant et figé de ma mère s'est littéralement décomposé sur son visage blafard. Accompagné de l'hypothèque exorbitante qui s'y rattache indissolublement, cela va sans dire, ai-je ajouté avec une douceur feinte et mortelle. Une lourde hypothèque que j'ai portée seule sur mes frêles épaules, mois après mois sans faillir, pendant 6 années consécutives de ma vie de jeune adulte. Les documents notariés glissés à l'intérieur de l'enveloppe t'expliqueront en détail la procédure complexe pour la reprendre à ta charge exclusive d'emprunteuse. Je te conseille vivement, pour éviter les pénalités de retard, de contacter la banque dès lundi matin à la première heure d'ouverture.
J'ai ensuite attrapé d'un geste preste les 2 enveloppes suivantes de la pile. Wade. Megan. Voici pour vous. Je me suis dirigé vers eux d'un pas décidé, et j'ai déposé leurs enveloppes respectives bien en évidence devant eux sur la nappe immaculée. À l'intérieur de chacun de ces plis cachetés, se trouve un dossier complet, exhaustif et chiffré, recensant absolument tout ce que j'ai payé de ma poche pour les membres de cette famille ingrate et exigeante. Chaque facture d'électricité épongée. Chaque transfert bancaire effectué en urgence pour combler un découvert, chaque mois de loyer depuis 6 ans en arrière. Tout y est soigneusement consigné avec la date d'émission. Et ce au centime de euro près. Je n'ai absolument rien ajouté d'inventé à ces listes accablantes. Je n'ai arrondi aucun montant à la hausse pour exagérer les faits à mon avantage. Je me suis contenté, en bonne comptable assermentée, de transcrire fidèlement la stricte vérité des chiffres froids et irréfutables. Les murmures d'incompréhension et de choc se propageaient maintenant à la vitesse de l'éclair à travers les rangées de tables de la salle des fêtes. Des tantes offusquées et choquées se penchaient vers les oncles consternés pour commenter la scène scandaleuse à voix basse. Les voisins curieux et médusés s'étaient pétrifiés de saisissement sur leurs chaises pour ne pas en perdre une seule miette. Wade avait déjà fébrilement déchiré son enveloppe Kraft pour l'ouvrir. Et je pouvais voir son visage blêmir à vue d'œil, et se vider de tout son sang, à mesure qu'il prenait connaissance du montant astronomique de sa propre facture personnelle de parasite. Megan, quant à elle, était restée totalement pétrifiée de terreur sur sa chaise, sans esquisser le moindre mouvement de recul pour ouvrir son enveloppe. Ma mère fixait intensément l'acte de propriété posé sur ses genoux avec une horreur non dissimulée et un rictus de dégoût. Comme si ce maudit bout de papier officiel risquait de lui sauter à la gorge d'une seconde à l'autre pour la mordre cruellement jusqu'au sang. J'ai veillé avec un grand soin à maintenir le timbre de ma voix parfaitement stable. Presque chaleureux et d'une politesse exquise. Parce que je n'étais absolument pas venu ici ce soir-là, dans le but abject de blesser qui que ce soit par pure vengeance gratuite et vindicative. J'étais venu pour clarifier la situation trouble et toxique, qui perdurait depuis 6 années entières de mensonges. J'ai repris la parole avec autorité dans le silence de mort, on m'a gentiment fait comprendre récemment, que je devais me montrer extrêmement reconnaissante envers les membres de cette famille. En réalité, pour être tout à fait honnête avec vous tous ce soir, j'ai entendu ce genre de réflexion culpabilisante tout au long de mon existence parmi vous. Alors, je voulais simplement profiter de cette soirée festive exceptionnelle, réunissant tous ceux qui aiment et chérissent sincèrement cette famille exemplaire, pour remettre les pendules à l'heure. Et clarifier une bonne fois pour toutes, avec des preuves irréfutables à l'appui. Qui portait financièrement qui sur ses épaules dans cette belle histoire idyllique que l'on vous a servie. Ma mère a bondi hors de sa chaise avec une vivacité telle, et une rage si incontrôlable, que le lourd siège de bois a raclé bruyamment sur le sol en linoléum, avant de basculer en arrière avec un grand fracas. Et le vacarme assourdissant que cela a provoqué, fut sans conteste le bruit le plus tonitruant de la soirée, dans cette immense pièce paralysée de stupeur. Comment oses-tu, a-t-elle éructé, le visage déformé par la haine. Sa voix au perché se brisant en une intonation particulièrement affreuse, criarde et laide, qui a résonné en écho d'un bout à l'autre de la salle des fêtes atterrée. Comment oses-tu me faire subir une telle humiliation publique, lors de ma propre fête d'anniversaire, et devant tout le monde en plus? Tu as toujours été exactement comme ça depuis ta plus tendre enfance, Audrey. Horriblement jalouse du bonheur des autres, théâtrale à l'excès. Et désespérément en quête d'attention pour exister à nos yeux. L'acte de propriété inestimable a glissé de ses genoux tremblants de fureur, pour tomber misérablement sur le sol crasseux. Et elle ne lui a même pas accordé, ne serait-ce qu'un seul petit regard d'intérêt. Tu penses sincèrement, qu'une misérable liasse de papier minable et sans valeur, te rend supérieur moralement aux membres de ta propre chair et de ton propre sang? Wade s'était également levé d'un bond prodigieux de sa chaise à ce stade de l'altercation. L'enveloppe contenant son dossier à charge, froissé et écrasé avec rage dans son poing crispé. Quelque malheureux reçu de supermarché froissé, a-t-il craché dans ma direction avec un dégoût incommensurable et une moue méprisante. Et madame s'imagine dans son délire de grandeur, qu'elle vaut mieux que nous tous réunis dans cette salle? Tu as toujours cru secrètement dans ton coin, que tu étais supérieur à nous autres de toute façon. Megan avait enfin trouvé le courage de déchirer la sienne d'enveloppe tremblante. Et j'ai pu observer avec un détachement clinique, toute la couleur quitter lentement son visage effaré et ses joues rebondies. Lorsqu'elle a découvert avec horreur, le montant faramineux du total cumulé de ses loyers impayés par ses soins.
4 longues années ininterrompues de loyer pris en charge gracieusement à sa place, ligne après ligne. Et elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes bruyantes. Mais ce n'étaient pas les larmes de repentir sincère ou de contrition d'une personne qui regrette ses actes. C'étaient les larmes paniquées et hystériques d'une personne opportuniste, qui réalise avec effroi qu'elle va perdre instantanément sa poule aux œufs d'or. La salle tout entière était pétrifiée de sidération et muette de choc. Chaque voisin indiscret de la rue, chaque cousin éloigné invité pour la forme, et même le pauvre pasteur de la paroisse embarrassé jusqu'à la racine des cheveux. Tous regardaient le spectacle hallucinant de ma mère hors de contrôle. Hurlant à plein poumon le mot reconnaissante, à travers l'immense salle paroissiale de son église bien-aimée, le jour même de la célébration de son 60e anniversaire. Et voici la chose fondamentale que je veux que vous compreniez bien, en écoutant le récit de cette soirée épique. Parce que c'est la seule et unique chose qui importait vraiment à mes yeux de femme bafouée ce soir-là. Je n'ai jamais élevé la voix, pas une seule petite fois d'un demi-octave durant toute l'altercation virulente. Je me tenais debout et droite, au beau milieu de tout ce vacarme assourdissant, d'insultes et de ces gesticulations ridicules de la part de ma famille en plein naufrage. Et je me suis senti plus calme, centré et immobile intérieurement. Que je ne l'avais jamais été de toute mon existence tourmentée et vouée au sacrifice. J'ai patiemment et stoïquement attendu que ma mère s'égosille en vain, et soit complètement à bout de souffle de ses jérémiades vengeresses. Et j'ai alors déclaré très doucement, d'une voix si basse et mesurée, qu'ils ont tous été contraints par la force des choses de faire le silence absolu dans la salle, pour pouvoir m'entendre distinctement. Je ne suis absolument pas en train de vous demander des remerciements tardifs et hypocrites, pour mes sacrifices financiers de toutes ces années. Je ne vous demande même pas la moindre excuse contrite, pour votre comportement méprisable et blessant à mon égard. J'ai tout simplement, et définitivement, fini de payer le prix fort de ma poche. Pour avoir le privilège plus que discutable, d'être le dindon de la farce de vos mauvaises blagues, à chaque repas de famille où je ne suis pas convié. Un voisin âgé, discrètement installé à une table du fond de la salle. Un vieil ami respecté qui avait bien connu mon défunt père de son vivant. A lâché une réflexion acerbe d'une voix juste assez forte, pour que la salle entière l'entende résonner avec netteté. D'où Jésus, miséricorde. Il s'avère au final que c'était la fille soi-disant pathétique et insignifiante de la famille. Qui tenait toute la baraque à bout de bras depuis le début du veuvage de Lorraine. Et j'ai observé avec une satisfaction non dissimulée, l'onde de choc sismique de cette révélation fracassante, se propager à travers les rangs serrés de l'assemblée médusée. Visage après visage, la stricte vérité des faits indéniables, venait enfin percuter les esprits embués de mensonges et de fausses convenances de cette petite communauté rurale. La même, où les rires moqueurs à mes dépens avaient autrefois résonné si fort et avec tant d'assurance cruelle. Allait à traverser la pièce bondée d'un pas assuré et déterminé. Elle est venue se placer dignement à mes côtés face à l'adversité, pour afficher son soutien indéfectible à ma juste cause. Et elle m'a pris affectueusement et fermement la main pour me réconforter. J'ai déposé avec soin la toute dernière enveloppe de ma pile sur la table de réception. Celle contenant l'échéancier fatidique de fin de partie pour chacun d'entre eux. Avec toutes les dates précises et irrévocables encerclées en rouge sang, où le robinet des aides financières providentielles serait définitivement coupé pour eux à tout jamais. Et où, pour eux, tout s'arrêterait brutalement. Je ne l'ai pas fait glisser théâtralement sur la nappe, d'un geste grandiloquent et vengeur de vainqueur triomphant. Je l'ai simplement posé là. Avec le même détachement naturel et routinier, que j'aurais mis à poser n'importe quel objet sans importance de la vie courante, une fois que j'en avais terminé l'usage. Ensuite, je me suis tourné avec grâce vers l'assemblée silencieuse et captivée. Pas vers ma mère écumante de rage impuissante. Ni vers Wade rouge de colère contenue. Mais vers tous les autres invités présents dans la salle des fêtes. Les tantes offusquées qui chuchotaient, les voisins consternés qui n'en croyaient pas leurs oreilles, et le vénérable pasteur à la mine déconfite, qui m'avait jadis baptisé de ses mains tremblantes. Je vous remercie une fois de plus, du fond du cœur, d'avoir pris le temps sur vos vies bien remplies de venir célébrer dignement l'anniversaire de maman avec nous ce soir, ai-je déclaré à l'assistance médusée. Et ma voix est restée parfaitement égale, posée, et presque teintée d'une certaine chaleur humaine inattendue dans ce contexte belliqueux. Je le pense très sincèrement en vous disant cela. 60 années d'une vie bien remplie, ça compte énormément dans une existence. J'ai récupéré calmement mon lourd manteau d'hiver, suspendu négligemment au dossier de ma chaise en début de soirée. Les paiements automatiques de mes largesses s'arrêteront de manière définitive, le 1er de ce mois à venir, ai-je annoncé à la ronde d'un ton monocorde et purement informatif.
avec la même désinvolture triviale, que si j'avais présenté le simple bulletin météorologique du lendemain matin. La maison t'appartient à nouveau de plein droit et légalement, maman. J'ose espérer de tout cœur qu'elle représente pour toi désormais, absolument tout ce que tu n'as cessé de vanter à son sujet, à qui voulait bien l'entendre en ville. Ma mère a ouvert la bouche comme un poisson hors de l'eau, prête à me cracher une nouvelle volée d'insultes au visage pour avoir le dernier mot de l'histoire. Mais aucun son articulé n'en est sorti. Rien du moins, qu'elle n'aurait souhaité laisser entendre de sa propre bouche, à une salle entière remplie de témoins attentifs à la moindre de ses réactions intempestives. Alors, elle s'est murée dans un mutisme de plomb et de défaite cuisante. J'ai boutonné mon manteau sans aucune précipitation apparente. Elle m'a gentiment escorté en me tenant le bras, jusqu'à la lourde porte de sortie de la salle des fêtes. En passant dignement devant de longues rangées de tables, remplies de convives choqués qui avaient définitivement perdu toute envie de rire de mes prétendus malheurs de vieille fille. Et j'ai senti le poids inquisiteur de tous leurs regards obliques, peser lourdement sur mes épaules fuyantes. Et pour la toute première fois de mon existence brimée par cette famille étouffante. Cela ne m'a causé aucun désagrément particulier de me sentir ainsi épié de toutes parts. Au contraire, j'en tirais une certaine fierté libératrice. À l'extérieur du bâtiment surchauffé, le froid mordant de la nuit étoilée m'a frappé de plein fouet au visage. Et m'a fait un bien fou et revigorant. J'ai sorti machinalement mon téléphone portable de la poche de mon manteau, par pur réflexe conditionné d'ancienne fille corvéable à merci. L'écran lumineux restait désespérément noir. Et il n'y avait absolument aucun nouveau message urgent en attente de lecture, que je devais me hâter d'ouvrir dans la minute pour secourir un membre de la famille en détresse financière. Je l'ai remis délicatement à sa place, au fond de ma poche. Je suis monté dans ma voiture gelée par le froid ambiant. Et j'ai conduit les 15 petites minutes de trajet, qui me séparaient du confort douillet de mon propre domicile. Ma propre petite maison modeste, avec mon seul et unique nom gravé en lettres d'or sur l'acte de propriété. Et les attentes oppressantes de personne d'autre à satisfaire, une fois le seuil de la porte d'entrée franchi. Je n'ai claqué avec colère aucune porte derrière moi en sortant, en quittant définitivement cette lugubre salle des fêtes paroissiales. J'ai tout simplement cessé, une bonne fois pour toutes, de me fatiguer inutilement à la maintenir grande ouverte pour faciliter la vie des autres. Les retombées inévitables de cette mémorable soirée d'anniversaire explosive ont pris la forme exacte et précise, à laquelle je m'attendais depuis le début de l'élaboration de mon plan d'action. Mais elles sont survenues avec une rapidité déconcertante, que je n'aurais osé imaginer dans mes rêves les plus fous. Ma mère a contacté la banque concernée, la peur au ventre, dès le lundi matin suivant les festivités. Exactement comme je le lui avais fermement conseillé de le faire devant tous ses invités. Et elle y a appris à ses dépens et avec horreur, ce que la grande maison familiale coûtait réellement à entretenir, mois après mois de mensualité. Étant financièrement incapable de supporter seule cette lourde charge écrasante avec sa petite pension de veuve. Elle s'est résignée la mort dans l'âme, à refinancer tout ce qu'il lui était possible d'obtenir de la part du banquier. Elle a dû réduire drastiquement son train de vie luxueux à la portion congrue. Et ce pour la toute première fois de sa vie de femme adulte choyée par le sort. Elle a ainsi pu rester vivre dans la grande maison de ses rêves de grandeur. Mais en assumant désormais l'intégralité de ses propres frais et factures, du haut de ses 60 ans fraîchement fêtés. Wade, acculé par les dettes, a vendu son pick-up chéri à un concessionnaire de la région, en moins d'un mois de temps record. Il s'est avéré par la suite, de source sûre, qu'il aurait pu sans grande difficulté honorer les mensualités du crédit de son véhicule ruineux, avec ses propres revenus réguliers de paysagiste pendant toutes ces années. C'est juste qu'il n'avait jamais été contraint par la force des choses, de mettre la main à la poche pour le faire. Puisque je le faisais si bien, et si ponctuellement à sa place de grand frère profiteur. Megan a dû faire ses cartons à la va-vite, pour déménager dans un appartement beaucoup plus petit et modeste de l'autre côté de la ville. Aux dernières nouvelles du front familial, j'ai entendu dire de la bouche d'une connaissance commune, qu'elle avait pris un emploi à temps partiel mal payé, comme réceptionniste à l'accueil d'un cabinet dentaire du centre-ville. Ce qui constitue, à n'en pas douter, son tout premier véritable travail rémunéré depuis des années de farniente à mes frais. Et l'histoire pathétique et victimaire qu'ils se sont empressés de colporter partout en ville pour sauver la face, bien évidemment, était que j'avais lâchement abandonné ma famille dans le besoin sans prévenir de mon départ. Et que j'avais pris un malin plaisir sadique, à humilier publiquement ma pauvre mère veuve et éplorée, le jour même de la célébration de sa belle fête d'anniversaire devant ses amis. Certains parents éloignés et naïfs, ont gobé cette histoire rocambolesque de victimisation sans poser de questions embarrassantes.
Ceux qui n'étaient malheureusement pas présents dans la salle ce soir-là, pour assister au dénouement retentissant de leurs propres yeux. Quant à ceux qui étaient bel et bien dans la pièce. Ceux qui avaient vu avec consternation ma mère hurler comme une harpie enragée en public. Ceux qui avaient pu lire avec stupeur les montants astronomiques des totaux des dettes, par-dessus l'épaule de Wade dépité. Ces personnes-là, pourtant si promptes à me juger par le passé, sont devenues soudainement très silencieuses, et étrangement méfiantes à son égard par la suite. Je n'ai même pas pris la peine de me justifier, ou de me défendre âprement face à ces fausses accusations calomnieuses auprès de qui que ce soit en ville. J'avais enfin assimilé cette précieuse leçon de vie, à mes dépens. Le registre comptable implacable que j'avais soigneusement compilé et distribué ce soir-là disait déjà très clairement et avec force détail, tout ce qui méritait d'être su de la vérité. Et il n'avait absolument nul besoin de mon intervention orale supplémentaire, pour convaincre qui que ce soit de la pertinence de ma démarche libératrice. Lorsqu'une énième tante bien pensante de la famille m'a appelé au téléphone un soir, pour me faire la leçon condescendante sur la noblesse du pardon chrétien, l'importance sacrée des liens familiaux du sang, et la nécessité pour moi de me montrer la plus intelligente et mature dans cette sordide querelle intestine. Je n'ai même pas pris la peine de débattre vainement avec elle de mes raisons profondes. Je lui ai simplement rétorqué avec fermeté, que ce sujet familial épineux n'était pas ouvert à discussion ou à commentaire de l'extérieur pour moi. Je lui ai souhaité une excellente soirée très poliment. Et j'ai raccroché mon téléphone au nez sans attendre de réponse de sa part. C'est une phrase complète qui se suffit amplement à elle-même, celle-ci. Et qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je vous la recommande chaudement en cas de besoin de couper court à une conversation toxique. Elle clôture un compte de manière définitive et satisfaisante, beaucoup plus vite que n'importe quelle autre méthode psychologique que je connaisse sur cette terre. Ma vie est rapidement devenue beaucoup plus calme et paisible au quotidien. Et puis, elle est devenue tout simplement très agréable à vivre pour moi. J'ai accepté avec joie de prendre en charge 2 nouveaux clients très rentables pour mon cabinet d'expertise comptable indépendant. Parce que pour la toute première fois depuis si longues années d'abnégation, je disposais enfin de la bande passante mentale, des liquidités financières abondantes, et des soirées libres nécessaires pour m'y consacrer pleinement et sereinement. J'ai même pris la décision folle et libératrice de prendre un week-end entier de congé, rien que pour moi. Et j'ai conduit ma voiture jusqu'au bord du grand lac paisible de la région. Sans même emporter la moindre feuille de calcul fastidieuse dans mes bagages pour travailler en cachette. J'avais littéralement oublié la délicieuse sensation de liberté, que procurait le fait d'avoir son propre temps libre, entièrement entre ses mains. Sans devoir rendre de compte à personne. Environ un mois après la mémorable fête d'anniversaire qui avait tout changé. Mon téléphone portable a vibré sur ma table de nuit, pour m'annoncer l'arrivée d'un texto inattendu de tante Carole. Juste une seule ligne laconique d'excuse de sa part. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire de courageux ce soir-là. Je suis désolé de ne pas avoir eu le même courage que toi par le passé. J'ai fixé ce court message sur l'écran lumineux pendant un long moment de réflexion introspective. C'était une déclaration criante de vérité. Profondément sincère et authentique de sa part. Et cela lui avait sans l'ombre d'un doute coûté énormément de fierté mal placée, de m'envoyer cet aveu d'impuissance de son plein gré. Mais ce n'était malheureusement pas suffisant à mes yeux, pour effacer d'un trait de plume magique, des années entières de lâcheté complaisante de sa part. À rire d'un ton narquois avec un temps de retard calculé avec la meute. Tout en fixant son assiette fuyante du regard lors des réunions de famille humiliantes à mon égard. Et nous savions pertinemment toutes les deux dans le fond de notre cœur, que c'était le cas. Et qu'il était trop tard pour réparer les dégâts profonds causés par son silence coupable. J'ai donc pris la peine de lui répondre poliment par écrit, « Merci pour ton message touchant, Carole. J'apprécie sincèrement ton geste vers moi. » Et j'en suis resté là avec elle de manière définitive. Je n'ai pas cru bon de l'inviter chaleureusement à revenir s'immiscer dans ma nouvelle vie apaisée. Comprendre intellectuellement les failles et les faiblesses psychologiques d'une personne blessée ne vous oblige en rien à continuer de payer indéfiniment son addition, que ce soit en espèces sonnantes et trébuchantes, ou en distribuant inlassablement de nouvelles chances de rédemption à sens unique et à fond perdu. La seule et unique relation intrafamiliale que j'ai pris soin de conserver précieusement intacte de ce naufrage collectif, ce fut celle tissée avec la jeune Allais. Elle prend désormais souvent la peine de m'appeler d'elle-même au téléphone de temps à autre. Pas pour m'extorquer de l'argent de poche pour ses sorties étudiantes, ou me réclamer un service désintéressé, non. Juste pour le simple plaisir de discuter de la vie avec moi. Et parfois même,
elle prend le volant de sa voiture après les cours, pour venir me rendre une petite visite amicale à l'improviste le week-end. Et nous cuisinons de bons petits plats réconfortants ensemble dans la bonne humeur de ma grande cuisine. Et elle me raconte avec enthousiasme ses péripéties à l'université et ses projets d'avenir professionnel. C'est une relation très équilibrée et très saine pour nous deux, qui fonctionne dans les deux sens de manière équitable et respectueuse de l'autre. Exactement de la façon harmonieuse dont cela devrait toujours fonctionner normalement, entre des êtres humains de la même famille qui s'apprécient mutuellement sans arrière-pensée. C'est le seul et unique registre comptable que je tiens encore à ce jour d'une main de maître, lorsqu'il s'agit des membres de ma propre famille de sang. Le genre de registre réjouissant et gratifiant, où les deux colonnes du tableau s'équilibrent enfin, et se remplissent effectivement à la perfection d'amour et de respect mutuel. Quant aux autres membres ingrats et toxiques de cette famille de profiteurs, ils ont mon numéro de téléphone dans leur répertoire s'ils le souhaitent ardemment. Ils savent pertinemment à quelle adresse je vis désormais en paix avec moi-même. Ils savent très bien que la porte de ma petite maison n'est pas fermée à double tour avec un cadenas inviolable, pour les empêcher d'entrer à tout jamais dans ma vie future. C'est juste que je ne me tiens plus debout, figé comme une statue, dans l'encadrement de l'entrée de mon foyer, à maintenir cette lourde porte grande ouverte avec mes deux mains tendues, en m'épuisant vainement pour eux au détriment de ma propre santé mentale et financière. S'ils veulent vraiment un jour franchir le seuil de cette maison pour me parler franchement et faire amende honorable, ils devront alors faire ce que j'ai toujours fait moi-même pour survivre sans l'aide de quiconque. Ils devront apprendre à la dure, à porter leur propre poids sur leurs épaules de privilégiés. J'ai appris une grande leçon de vie fondamentale lors de cette fameuse soirée d'anniversaire explosive. Une leçon de sagesse inestimable, que j'aurais sincèrement aimé connaître dès l'âge de 28 ans pour m'épargner bien des tourments. La véritable générosité du cœur n'est en rien une dette inépuisable et unilatérale. Que les personnes toxiques que vous aimez aveuglément, sont en droit de venir réclamer et de percevoir auprès de vous pour l'éternité, sans jamais rien donner en retour de leur propre chef pour compenser la balance. Et le jour libérateur et béni des dieux, où vous décidez enfin de vous asseoir à votre bureau pour équilibrer froidement et avec une objectivité implacable les comptes de vos relations toxiques. Vous découvrez alors à la vitesse de l'éclair, et sans le moindre filtre embellisseur de la vérité, qui vous estimez réellement au quotidien pour vos qualités humaines intrinsèques. Et qui n'a jamais estimé en vous, que l'argent sonnant et trébuchant que vous représentiez pour eux à leurs yeux égoïstes. C'est cela mon histoire personnelle de résilience face à l'adversité. 6 longues années de silence assourdissant, d'abnégation quotidienne et de frustration contenue. 4 lourdes enveloppes accusatrices en papier craft remplies de chiffres et de vérités. Et une unique fête d'anniversaire mémorable, qui a enfin révélé la stricte vérité des faits au grand jour devant une ville entière de témoins. Si vous avez déjà été, vous aussi au cours de votre vie, cette personne effacée qui maintient tout le monde à flot silencieusement. La personne de confiance par excellence, corvéable à merci, que personne ne prend jamais la peine de remercier sincèrement pour ses inlassables sacrifices quotidiens. Que ce témoignage poignant soit un signe fort de l'univers pour vous ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. Vous avez parfaitement le droit légitime de vous arrêter à tout instant. Vous pouvez déposer votre lourd fardeau au bord de la route escarpée de la vie. Et continuer malgré tout, à être une bonne personne digne d'amour et de respect. Si cette histoire a résonné en vous ce soir avec une émotion particulière, n'hésitez pas à la partager largement autour de vous sur les réseaux. Surtout avec une personne de votre entourage proche, qui a cruellement besoin de l'entendre pour se libérer de ses propres chaînes invisibles. Laissez un petit commentaire constructif sous cette vidéo, pour me raconter votre propre version de cette expérience douloureuse de la trahison familiale. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne afin de soutenir mon travail de conteuse. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir, pour la prochaine histoire croustillante de résilience.